Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, un podcast sur la pop culture. Bienvenue sur Pop Culture and Talk. Alors, tout simplement, nous sommes trois passionnés qui voulons transmettre notre passion à travers un podcast. Et nous allons aujourd'hui vous parler d'un sujet, somme toute intéressant, la place du jeu vidéo dans l'audiovisuel. Pour m'assister, deux de mes collègues, mes comparses de toujours, Amélie et Clément. Clément, je te laisse t'introduire. Et bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Clément, je suis à la fois le meilleur ami de Corentin, je suis aussi un chef dans le fameux Easter Egg Coffee de Clermont-Ferrand, je suis un ancien DJ, je suis passionné de pop culture, passionné de parcs d'attractions, passionné de musique, et je suis là pour assister notre cher Corentin. Enchanté Clément, j'espère que ça va bien se passer ce premier épisode, soyez indulgents avec nous. Oui, on va être tranquille. Amélie, c'est à toi. Et bonjour à tous, je m'appelle Amélie. Je suis du coup la copine de Clément et du coup la meilleure amie de Coco. Je suis du coup la gérante d'Easter Egg avec Clément. Moi, je vais être plus du côté administratif et je vais servir les clients. Je suis également passionnée de pop culture, de musique, de séries, de films et je suis ravie d'être avec vous pour ce podcast. Avant que je me présente, un film ou une série préférée, Amélie? Alors du coup, moi, ma série préférée, ce serait une série qui s'appelle Jane the Virgin. Très bien. Clément, un film, une série? Je vais en citer deux parce que voilà, je suis gourmand, j'ai envie de partager. Pour moi, ça sera du coup en série Doctor Who. Je suis un grand fan de Doctor Who, surtout la New, donc c'est-à-dire les épisodes qui sont sortis à partir de 2005. Les anciens un peu plus durs à regarder, donc forcément. En film, je vais plus partir sur peut-être un classique, pas assez original peut-être pour le goût de certains, mais moi ça serait Ready Player One, qui est un gros film pop culture qui fait référence à littéralement une énorme partie de la pop culture, surtout du côté Steven Spielberg, tout ça. Voilà, pour l'instant, on va dire que pour l'instant, ça sera mon film préféré. Et ma série préférée, pour l'instant, j'ai beau regarder beaucoup de séries, c'est celle que je préfère dans tout, quoi. Ah, c'est des très gros morceaux déjà, Doctor Who, Ready Player One aussi, très très gros morceaux de la pop culture. Moi je vais me présenter du coup, donc Corentin, alias Coco pour tout le monde en fait, parce que personne m'appelle Corentin. Donc je suis le meilleur ami de Clément et d'Amélie, je travaille dans les bijoux, donc rien à voir avec la pop culture, rien à voir avec ce podcast. Mais comme on vous a dit plus tôt, ce sont des passionnés qui parlent à d'autres passionnés, donc je pense qu'on va bien s'entendre. Actuellement ma série préférée c'est Arcane. Pour moi ça coche toutes les cases, c'est vraiment exceptionnel cette série. Très 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 bonne série, je recommande fortement. Voilà, c'est tout ce que j'ai en tête là actuellement comme meilleure série à mon goût. Qu'est-ce que les gens vont découvrir du coup pendant cet épisode? Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, on va parler de la place des jeux vidéo dans l'audiovisuel. Mais dans l'ordre d'abord, nous parlerons des actualités, selon nous les actualités intéressantes à avoir récemment. Ensuite, nous parlerons des questions éphémères. Donc la question éphémère, étant donné que ce podcast est un podcast en collaboration avec l'Easter Egg Coffee, un coffee shop sur la pop culture qui se trouve à Clermont-Ferrand, je me suis dit que ça serait intéressant, on s'est dit que ça serait intéressant de parler justement du menu éphémère qui vient tous les mois chez Easter Egg Coffee. Donc il y aura ce sujet qui va être mis sur la table. Clément et Amélie vont nous parler du menu éphémère du mois de décembre. Je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Ensuite, il y aura du coup le dossier thématique, la place du jeu vidéo dans l'audiovisuel. Ensuite, on lancera un débat sur une autre question, qui je pense va intéresser plus d'une personne. Nous continuerons sur les recommandations que l'on a à faire en ce moment, des recommandations séries, films, musique. Puis les questions-réponses des auditeurs, car oui, nous avons des auditeurs déjà alors que c'est le premier épisode et que personne n'a écouté le podcast. Et enfin, nous conclurons sur l'épisode. Nous parlerons un petit peu de ce qui s'est passé, des points forts. Nous parlerons un petit peu de l'épisode qui suivra celui-ci. Voilà. Et je répète encore, mais j'espère que vous serez indulgents, c'est notre premier podcast, c'est la première fois qu'on prend la parole comme ça et que nous le posterons en ligne. Donc j'espère que vous serez indulgents. Voilà, merci beaucoup. Pour commencer, les actualités. Clément, je te laisse commencer. Eh bien, moi je vais commencer du coup par la première actu qui est le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim.
qui est un film d'animation sur Le Seigneur des Anneaux. Voilà, que j'ai vu il y a pas si longtemps, enfin que j'ai découvert il y a pas si longtemps, qui va bientôt sortir. C'est un film d'animation américano-japonais, réalisé du coup par Kenji Kamiyama, qui devrait sortir fin 2024. Ça avait l'air très sympa, j'ai vu quelques petits trailers au cinéma qui ont défilé. Je sais que toi, Coco, tu m'avais dit que tu avais vu quelques trailers aussi Récemment, j'ai vu sur Prime. quelques trailers sur Prime Video et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, en tout cas pour les fans du Seigneur des Anneaux. Je n'en suis pas Euh, un, mais c'est vrai que ça avait l'air intéressant. C'est ça. Moi, ça me tente bien, sachant que j'aime bien déjà l'univers de base. Je sais que ça va se dérouler à peu près 180 ans avant les Seigneurs des Anneaux classiques. À voir de quoi ça va pouvoir parler. On va peut-être découvrir des nouvelles contrées, des nouveaux peuples, etc. Ça peut être très intéressant. En deuxième actualité que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis aussi un grand fan de parcs d'attractions. Et j'ai découvert que du coup, d'ici 2026, il y a une nouvelle zone de 1,5 hectare du parc Spirou Provence. Bon, c'est pas un parc foufou hein, pour les parcs fans, pour la communauté parc fan, c'est vraiment pas un parc foufou, je vous l'assure. Mais là, du coup, une énorme zone qui sera dédiée à Naruto, avec la recréation du coup du village de Konoha. Apparemment, qui promet être fidèle par les personnes qui vont faire ça, qui du coup en plus en association avec des artistes nippons, donc, il devrait y avoir un professionnalisme et un respect de l'univers de base. S'ils y arrivent, je pense que j'irai quand même y faire un petit tour pour regarder ce qui se passe. Ça peut être pas mal intéressant. Ouais, ça a l'air prometteur. On est d'accord, on est d'accord. Et à voir s'ils respectent bien. Ça, c'est surtout le truc. C'est qu'en France, on a tendance un peu à gâcher les choses. Et du coup, ma dernière actualité, c'est du coup l'épisode de Noël de Doctor Who qui va bientôt sortir, là, si je me trompe pas. J'ai vraiment trop hâte. Je crois que ça va sortir le 23, non, le 24 décembre, il me semble. 24 décembre. Oh Ou oui, le bon, c'est 25. à Parfait peu près pour la attendre les tradition, cadeaux, ça. généralement. Ouais, généralement, ils les sortent pour le jour de Noël ou un peu avant. Du coup, nouvel épisode. On a eu quelques petites bandes annonces qui sont sorties qui sont très prometteuses. Du coup, avec le nouveau docteur Ncuti Gatwa qui est sorti, enfin qui était déjà le nouveau docteur de la saison 15, si je me trompe pas, qui est sorti sur Disney+, qui est considéré aussi comme un espèce de reboot de la série. Du coup, on aperçoit une nouvelle compagne, une compagne qui a un peu fait parler parce que c'est une actrice très connue. Pour la prononciation, c'est Nicola Coughlan, voilà, c'est ça, Nicola Coughlan, qui est une actrice du coup anglaise, mais surtout qui est connue pour son rôle de Pénélope dans la série Bridgerton, voilà, qui est très appréciée. Dans la série Bridgerton, sur les premières saisons, c'est plutôt un personnage secondaire, puis à partir de la troisième saison, ça devient le personnage principal de la série. C'est une actrice très connue, et ça matche bien dans les trailers. On va être dans un univers un peu comment dire, un peu préhistorique, on va avoir des dinosaures, on va voir ce genre de choses. Donc, Des très dinosaures qui impatient sont de découvrir vraiment ça. super bien faits. Quand tu prends les premières saisons de Doctor Who avec Oui, des effets spéciaux pas terribles, là franchement, ça donne c'est ça. envie. C'est ça. Il y a eu quelques débats, j'ai entendu parler de quelques débats qui disent que du coup, certains fans le trouvent moche, le dino. Moi perso, j'ai regardé, j'ai trouvé ça plutôt sympa comparé aux autres saisons. Voilà, et du coup, voilà. C'est l'intrigue principale. Je sais que le docteur va découvrir sa nouvelle compagne en 2024 dans un hôtel, pendant la période de Noël. Ok, très bien. Et donc voilà, est-ce que ça va être sa nouvelle compagne pour la saison qui va sortir du coup milieu 2025, à voir ce que ça va donner. Ce qui pourrait être très cool parce que moi Ouais, personnellement j'adore l'actrice, donc ça peut être très cool. moi Très perso, bien. je l'espère fortement. Ok, Donc voilà, c'était ma troisième et dernière actu. très bien. Ensuite, du coup, nous avons Amélie. Qu'est-ce que tu vas nous proposer pour ce mois de décembre? Alors du coup, moi j'aimerais vous parler d'une série qui est sortie il y a quelques semaines maintenant sur Amazon Prime. Du coup, ça s'appelle Culte. Et en fait, c'est une série qui a pour but de revenir sur des personnalités devenues soudainement célèbres ou sur des phénomènes qui ont façonné la société d'aujourd'hui. Donc Ok. en fait, là, ils ont sorti une première saison. Et c'est sur Love Story. Donc en fait, c'est la première télé-réalité française pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, du coup, cette saison, elle va s'attarder sur la création et l'envers du décor de la télé-réalité. Donc D'accord. en fait, on va y apprendre comment la télé-réalité est truquée à travers le montage des quotidiennes. On va voir aussi les autres moyens permettant à la prod de favoriser tel ou tel candidat populaire. Mais ok, mais du coup, c'est une série que toi tu as vue? Oui,
D'accord, mais c'est une série documentaire ou c'est une série scriptée, scénarisée? Non, non, c'est une série scénarisée. C'est pas D'accord, documentaire. d'accord, ok. Et c'est une série française. Ouais, c'est une série D'accord, française. Et ok. en Bah fait, ouais, Love Story. du coup, une des productrices de la série, c'est Alexia Laroche-Joubert, qui est du coup, en fait, l'une des pierres angulaires de la télé-réalité française. Elle s'est occupée de koh de Love Story, du coup, de La la Star Starac. Academy et de plein d'autres émissions. C'est une des plus grosses productrices de télé-réalité française, hein, tout simplement. Voilà. Et en fait, du coup, elle a produit Culte et elle s'est mise en personnage dedans. Et c'est vraiment une série qui n'a pas peur de critiquer la télé-réalité et le monde de la télé, tout simplement. Et ça donne vraiment une version authentique et réaliste. On a aussi Sami Outalbali. Je sais pas si vous le connaissez, c'est celui-là Oui, qui a joué dans Sex Education, le français. ouais, celui qui joue le personnage français dans Sex Education. Très bon acteur français Je d'ailleurs, vois, je hein, vois. Et qui a ben pas mal de franchement, capacités. il nous a livré une performance incroyable. Il a joué un personnage accro à la télé-réalité, à tel point qu'il en devient incontrôlable. Et ça met vraiment en lumière les vices d'un fanatique en fait. Et Ok, c'est vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup plu moi. ok, Bah, d'accord. perso, moi aussi, ça m'a énormément plu, hein. Surtout qu'en fait, bah, c'est vraiment très intéressant parce qu'aujourd'hui, la télé-réalité, elle revient tout doucement en fait sur nos écrans et c'est intéressant de voir ça quoi. Très bien. Intéressant tout ça. Si je peux rajouter un petit mot, Je ça t'en prie, serait vas-y. que pour ceux qui seraient dubitatifs, parce qu'on a parlé de séries françaises, produits en France, etc., c'est une série qui est très bien produite, hein, qui part sur des standards limite classiques des séries américaines, donc très bien faite, très bien réalisée, les acteurs jouent super bien, ça fait pas faux, ça fait pas malaisant comme certaines séries françaises qui peuvent être un peu bah, tout simplement par le jeu des acteurs, des fois un peu nunuche et un peu mal joué, quoi. Moi qui suis pas fan de médias français de base, très cool. Et même moi, tu vois, je dirais aux gens, en vrai, très intéressant. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, ils ont prévu une saison 2 qui sera sur le boys band les To Be Free. C'est Voilà. ça. Très sympa tout ça. On va voir ce que ça donne. Ouais. On attend la suite avec impatience du coup. Alors du coup, ça va être à moi du coup de vous présenter mes actualités. En premier lieu, je vais vous parler de la série qui est prévue pour le 10 décembre, Secret Level. Bah, ça va être une série à la même sauce que Love, Death and Robot, que Black Mirror. Une série où chaque épisode seront différents les uns des autres. Et le petit point intéressant, c'est que ça va aborder des univers de jeux vidéo. Donc chaque épisode sera différent et va parler de... Il Je me me rappelle semble plus que j'ai quoi. vu du Megaman, moi. J'ai vu du Megaman, effectivement. Je pense que ça peut être très intéressant en tout cas de la regarder. Surtout que là, ça a l'air d'être une série avec pas mal de budget au même level que Arcane selon moi. Ok. Ok. Du coup, je vous le conseille. Et de toute façon, là, c'est dans pas longtemps, donc restez branchés et vous nous direz ce que vous en avez pensé en tout cas. Et tu sais sur quoi ça va sortir? Il me semble que j'ai vu que ça allait sortir sur Netflix. Ok. Bah, après, si c'est les mêmes producteurs que Love, Death and Robot, oui, il y a des chances que ce soit sur Netflix. C'est ça. Donc ouais, on aura Keanu Reeves qui a donné son visage Ah dans oui. certains Ah ouais, épisodes. quand même. On a aussi, je crois, du Schwarzenegger. Ah. Donc ouais, c'est quand même pas mal de budget. Et ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Kevin Hart aussi. Donc non, non, franchement, ça a Ah, l'air d'être une série qui va... Voilà, Warhammer, God of War, Donjons et Dragons, Megaman. Donc ouais, voilà, Donjons et Dragons. ça va être plutôt Ouais, intéressant. ça donne envie. Ça va être plutôt intéressant, je suppose. En tout cas, moi, j'ai très hâte. Et dès que ça sort, je le regarde, c'est sûr. Eh ben, je pense que ça va être la même chose pour nous. Ensuite, je voulais vous parler d'un petit jeu vidéo qui allait sortir, une toute petite série, une toute petite franchise qui sort le 9 décembre. C'est Indiana Jones et le Cercle Ancien. Je Oui, sais pas petit, si ça vous effectivement. parle. Ouais, je sais pas si ça vous parle, mais Je en tout connais pas cas, moi. Hein. non, moi non plus, pas entendu. En tout cas, de ce que j'ai cru comprendre, ça va être un jeu à la même sauce que Uncharted, Ok. mais donc donc réalisé par George Lucas et Steven Spielberg. Ah ouais. Et qui va en fait retracer, j'imagine, une des aventures d'Indiana Jones qui va récupérer un objet et gueuler sa place est dans un musée, je suppose. Donc j'ai très hâte, ça va être très sympa. Je pense que les combats vont être très dynamiques. La voix d'Indiana Jones sera évidemment la voix française de Harrison Ford. Je n'ai pas le nom, mais c'est
très immersif pour le coup, ça va être sympa. Et voilà, je pense que ça peut être très prometteur en tout cas. Ouais, je l'ai vu passer. En plus, j'ai vu un petit gameplay à la première personne et tout ça. Ça a l'air vraiment pas mal. Après, à voir, attention, faut pas que ça soit non plus trop décevant comme beaucoup d'adaptations de films en jeux vidéo. Oui, c'est vrai. Et s'ils prennent la même sauce que Uncharted, je pense qu'il y a un bon truc qui arrive. Mm. Voilà, donc faites attention, le 9 décembre ça sort. 9 décembre. J'ai On pas va fait attention regarder au ça. studio, mais de ce que j'ai vu en tout cas en image, ça avait l'air intéressant. Bah, je sais que dans pas longtemps, alors après, ça dépend parce que j'ai pas les dates là comme toi, mais je sais qu'il y a aussi un peu la même chose sur Jurassic Park qui va sortir aussi. D'accord, ça va être quoi comme style de jeu? C'est un survival horror, un peu à la manière Ah oui, à peu près un peu à la manière d'un Dying Light, d'accord, Ok. ok. mais sur les îles de, de, voilà de Jurassic Park avec des vélociraptors, tout ça, tout ça. Ah, je pense que ça pourrait être intéressant aussi, un Ouais, ça petit peut être pas mal. Jurassic Park en horreur, très Mm. intéressant. Maintenant qu'on vient de parler des jeux vidéo et des films qui se lient un petit peu, comme dans toutes mes actualités, je pense que ça peut être intéressant de parler d'un autre sujet, le menu éphémère du mois de décembre. Donc qu'est-ce que c'est le menu éphémère pour ceux qui débarquent et qui n'ont pas trop compris? Donc ce podcast et tous les épisodes seront en collaboration du coup avec le Historic Coffee, Coffee Shop de Clermont-Ferrand. Donc comme vous l'avez compris, les deux gérants sont juste avec moi. Et donc nous allons parler un petit peu de qu'est-ce qui est prévu pour ce mois de décembre. Qu'est-ce que vous préparez là pour les gens qui vont venir? On va faire un petit menu sur le thème de Noël, hein, tout simplement. Évidemment. Vu qu'il y a beaucoup de refs à la pop culture Noël et tout ça, j'avais pas envie de partir sur un menu exclusivement sur une licence en particulier. Du coup, je vais partir sur un genre de multivers de Noël en fait, où je vais représenter trois œuvres dans les trois parties du menu, c'est-à-dire la boisson, le snack, le salé on va dire, le dessert. Pour les références, je vais partir sur la boisson, sur du Grinch, Ok. au classique de Noël. On peut avoir des petites infos sur ce Grinch ou pas encore? Et non, malheureusement, il Non, va secret. falloir venir le goûter. Ça va être la surprise. Donc je suppose une petite boisson un peu verte. Et oui, Une, bah, une boisson complètement verte avec des bubbles comme dans les bubble tea à la fraise. Très bien. Alors, déjà on a quelques petites infos. voilà. Très Et bien. rouge, C'est c'est tout tout ce ce que qu'on vous aurez. dira. Tant pis. Sur J'aurais le fait ce que j'aurais pu. sandwich, je vais pas partir sur un film de Noël, je vais partir sur un épisode plus de Noël d'une série classique qui est Friends, Très intéressant. avec du coup un sandwich que j'ai découvert et qui me fait très envie, qui est le sandwich de Thanksgiving de Ross, préparé du coup par sa sœur Monica, qui est un sandwich du coup sans trop en dire, mais qui est à base de dinde et qui Ok. avait l'air très sympa. Et du coup, ça m'a donné très envie de le faire. Thanksgiving, certes, c'est pas Noël, mais on reste dans la même période. Et avec les goûts qu'il y a à l'intérieur, la dinde, le marron, tout ça, ça va être ça va avoir vraiment ce goût de Noël, hein. Et pour le dessert, je vous laisserai venir découvrir Ok, tout très ça. intéressant. Et du coup, le menu sera disponible donc du jeudi 5 décembre à du coup au samedi 21 décembre. Parce que après, nous prendrons deux petites semaines de vacances. Très bien. Bah dis Voilà. donc, ça a l'air intéressant tout ça. J'ai hâte de venir découvrir ces merveilles dans quelques jours maintenant. Et bah oui, hein. On t'attend avec plaisir en Donc tout cas. je vais venir, soyez-en sûrs. Donc maintenant, nous allons aborder du coup le sujet principal de cet épisode, qui est le jeu vidéo dans l'audiovisuel. Pour ce faire, je vais vous poser une première question, et donc vous allez y répondre à hauteur de ce que vous pensez, et vous me direz tout simplement voilà, vos idées, pourquoi oui, pourquoi non, enfin, tout simplement des Ok. questions-réponses. Donc le jeu vidéo est-il devenu un symbole culturel au même titre que le cinéma ou les séries? Et comment la société perçoit-elle cette forme d'art? Clément, un avis? Une question intéressante. Là, de prime abord, je dirais que oui, et à la fois non. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de la communauté gaming et de la communauté pop culture fan, on va dire, qui serait d'accord sur le fait que c'est devenu une forme d'art au même titre que le cinéma et les séries, voire même qui le dépasse pour certains points.
que je pourrais évoquer plus tard. Mais après, sinon, il y a quand même aussi une grosse partie de la population, je dirais, nous on le voit un peu aussi au coffee shop avec les clients qu'on accueille et tout ça, les différents types de clients qu'on accueille, il y a quand même encore une grosse part de la population qui reste assez sceptique, qui juge un peu, qui voit ça peut-être encore comme des jeux d'enfants. Je vois beaucoup Ouais, mais passer ça sur c'est les un peu réseaux comme sociaux. tous les arts récents. Oui, Tous les arts récents sont un peu mis plus bas que terre parce que voilà, c'est nouveau. C'est ça exactement. Le problème, c'est que les jeux vidéo, ça c'est apparu dans les années 70. Et en fait, pour toute nouveauté, il y a toujours eu un temps d'adaptation. c'est Oui, non, sûr. mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a toujours eu un temps d'adaptation, notamment avec la culture aussi des mangas et tout ça, qui est plus apparu vers les années 90, qui a eu aussi un peu, qui a souffert un peu de cette chose-là. Beaucoup de gens considéraient ça comme trop violent, ou pas assez intéressant, ou débile. Hein, il y a Ouais. comment dire, bon, c'est une petite aparté, mais même le gouvernement français qui avait fait en sorte qu'on interdise limite les animés pour passer des cartoons américains. Bon, Oui. en termes de débilité, je veux dire, c'est pas forcément Parce mieux. que Hein. ouais, c'était selon eux trop violent, C'est ça, inutile. Enfin, on se rappelle tous de cette interview d'Éric Zemmour qui parlait des mangas. Enfin, c'était n'importe quoi, quoi. c'est ça. Il donnait des propos ahurissants. Dans les années 90, il n'y avait pas mieux, hein, parce que c'est Ségolène Royal hein, qui avait fait passer cette loi. Oui, c'est ça. Moi, je me rappelle de ça justement que ça avait fait polémique parce qu'elle était ministre à l'époque. C'est ça. Du coup, voilà. Mais oui, du coup, pour rebondir là-dessus, ouais, je pense que c'est encore un peu stigmatisé. Il y a ça en train de se développer de plus en plus. Il y a beaucoup de médias hein, qui en parlent. Hein. J'ai déjà vu passer aux infos Assassin's Creed en disant que c'était quelque chose de, que c'était, bah, déjà c'est Ubisoft, donc il y a une part de la boîte qui est française, tout ça. Donc du coup, fierté française, bien sûr. Et puis surtout qui disait que justement c'était bien parce qu'il y avait ce côté culturel où on essayait de reproduire des environnements d'époque et tout ça. Donc j'avais vu passer ça au JT, donc ça prouve que c'est en train de se développer, que c'est en train d'atteindre le même stade que le cinéma. Et puis du coup, ouais, pour parler un peu de ce que je disais tout à l'heure, les aspects qui font que ça ressemble de plus en plus au cinéma ou aux séries, c'est la mise en scène, c'est les effets spéciaux, c'est les lumières qui sont utilisées. Ça a beau être de l'animation, ça a beau être tout fait en 3D. Je veux dire, c'est aussi beau qu'un film d'animation et c'est même presque aussi beau qu'un film live action. Ah oui, mais on a de très bonnes Hmm. vidéos, excuse-moi de te couper, on a de très bonnes vidéos qui en parlent de ce Ouais, sujet et qui le mettent énormément en avant, notamment la vidéo de The Great Review. exactement, ouais, j'allais Mm, en parler. c'est clair. Je trouve le sujet hyper intéressant et c'est le sujet dont il parle en fait. Que le jeu vidéo est maintenant quasiment la même hauteur que le cinéma, quoi. C'est Mm. ça. Voire même le dépasse. Parce Voire qu'à même le dépasse. la différence du cinéma et des séries, quand tu es dans un jeu vidéo, tu es le personnage principal, entre C'est guillemets. Hein. ça. Et Donc, puis t'as aucune limite, que ça c'est soit ça. les limites naturelles, la gravité, la météo, Et encore, même tu fais ce que certains tu jeux veux. coupent ces limites-là. Donc, Ouais, c'est incroyable. Donc non, clairement, je suis complètement d'accord avec toi sur ce sujet-là. Amélie, un avis sur tout ça? Mais du coup, oui, moi, je suis un peu près du même avis que Clem, du coup. Moi, je dirais qu'en fait, donc les jeux vidéo, en fait, c'est très mal vu. C'était très mal vu dans les années 90, mais pour moi, à partir des années 2000, ça a vraiment évolué. Bah déjà parce que les personnes qui sont nées dans les années 70, moi par exemple, je prends l'exemple de ma mère qui est née en 1972. Quand elle était petite, elle avait reçu la NES. À l'époque, du coup, il l'appelait la Nintendo. Et en fait, elle a vécu un peu avec les jeux vidéo. Et c'est ce qui fait que quand j'avais 6 ans, il me semble, elle me l'avait transmise et que j'ai découvert les jeux vidéo grâce à ça. Et vu qu'elle a grandi dans cet environnement-là, elle n'a pas hésité en fait à m'offrir la Wii à sa sortie. En fait, je pense que c'est juste que les gens qui sont nés avant les années 70, qui n'ont pas découvert les jeux vidéo dans leur enfance ou qui n'ont pas évolué avec, en fait, ils sont vraiment réticents parce qu'ils connaissent pas tout simplement. Ce qui a permis à notre génération qui sont nés dans les années 2000 à vraiment apprendre de l'importance, que le jeu vidéo a pris l'importance grâce à nous parce qu'on en a fait des vidéos avec les On youtubeurs. a consommé énormément. C'est ça, les youtubeurs, ils ont fait des vidéos sur les jeux vidéo qui nous ont poussé aussi à consommer. Et je pense que ça a permis qu'aujourd'hui, on a l'e-sport aussi.
qui vraiment donne une légitimité aux jeux vidéo aujourd'hui. Oui, l'e-sport, ça amène le jeu vidéo carrément dans un univers sportif, c'est-à-dire Ouais, qu'on dans une dépasse autre même sphère, carrément. l'audiovisuel, on en arrive C'est ça. presque à de la compétition sportive, hein. Mm. C'est ça, et je pense que vraiment, au fur et à mesure, ça a vraiment sa légitimité. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment elle a vraiment sa place, que ce soit au même titre que le cinéma ou les séries. Mm. Non, mais je suis complètement d'accord avec vos points de vue. Mm. Tout se défend dans tous les cas. Et, c'est vrai que avec le temps, en tout cas, les jeux vidéo, ils ont évolué avec leur technologie. Et du coup, ce sont plus devenus les mêmes choses, en tout cas Oh, c'est clair. le même objet qu'à l'époque. À l'époque, ça avait pour but quand même de divertir des jeunes qui se sentaient pas forcément à l'aise avec la société, ou tout simplement des gens qui voulaient découvrir cet univers-là. Aujourd'hui, on est quand même sur ouais, sur des objets qui te permettent des choses incroyables, qui te permettent d'exceller dans certaines choses, qui te permettent d'améliorer tes compétences. On a de tout dans les jeux vidéo, et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, ne pas considérer le jeu vidéo comme une forme d'art, pour moi, ce serait inconcevable, parce que maintenant, on a quand même des choses vraiment visuellement Mm. incroyables, que ça soit dans le visuel comme je viens de, comme je viens de le dire, ou autre. Enfin, on a vraiment de tout, et ça, c'est génial, je trouve. Oui, et puis je rebondissais aussi sur un truc que tu as dit et qui correspond aussi à ce qu'a dit Amélie. C'est que oui, il y en a qui considèrent encore le jeu vidéo comme ça. Je trouve que c'est un peu de l'ignorance, hein, quand même, il faut aussi se pencher un peu là-dessus. Sans même parler des gens qui sont nés avant les années 70, avant la création de ces jeux vidéo, avant d'être nés avec ça. Il y a même des jeunes de nos âges, en fait, hein, qui ont encore cette mentalité-là, hein. Je vois des passer des fois sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Des jeunes d'une vingtaine, d'une trentaine d'années qui disent en mode arrêtez de passer votre temps sur les jeux vidéo, vous êtes plus des gamins, tout ça. Mm. Mais ouais, mais alors à ce moment-là, arrête d'aller à la salle de sport. Si c'est ton moyen de te divertir, arrête d'aller à la salle de sport. Arrête de faire ce que tu fais pour te divertir. En fait, c'est pas, il y a pas de plus, il y a pas de choses plus matures, plus adultes que d'autres. Je veux dire, au bout d'un moment, le jeu vidéo, c'est une forme de divertissement comme tout. À ce moment-là, si tu veux plus, si tu dis que les jeux vidéo c'est pour les gamins, bah arrête d'aller au cinéma. Je veux dire, c'est la même chose, quoi. Et Bah, puis, c'est non, ça. mais ça, c'est sûr, mais quand tu réfléchis 2 secondes, qui fait le jeu vidéo? C'est pas des ados, hein. Non, en C'est plus. des adultes, c'est des pères de famille, des mères de famille. C'est principalement que des adultes. C'est ça. Il y a des jeux vidéo qui sont destinés aux enfants ou qui sont destinés à la famille, qui sont beaucoup plus accessibles. C'est Mais d'ailleurs pour ça que déjà, maintenant ils on sont a dans un les. nombre bien plus limité que les jeux pour adultes. Oui. Enfin, après ça dépend. Tu prends Nintendo. Nintendo, il est beaucoup plus. Oui, c'est vrai. C'est quand même la console la plus vendue de France. Les jeux Nintendo, enfin de France, du monde, je veux dire. Et tous les jeux sont des jeux qui sont accessibles littéralement à toute la famille. Si tu t'y penches un petit peu, un Mario, ça peut être joué par n'importe qui en fait, hein. C'est Il y a vrai. des trucs qui sont un peu techniques, quand c'est des tryharders, ça va très loin, mais ça peut être joué par toute la famille, hein. Non, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Ok, super. Je trouve qu'on a plutôt bien répondu à la question. Ouais, Ouais. Je vais du coup vous poser une deuxième question. ouais. Comment, selon vous, les jeux vidéo sont-ils utilisés dans l'audiovisuel pour transmettre des messages sociaux, culturels ou éducatifs? Amélie, un avis? Bah, du coup, en fait, moi, je voulais surtout parler d'une chose qui pour moi est vraiment très fort dans les jeux vidéo. C'est que, en fait, le fait qu'on joue un personnage, on va avoir un objectif du coup qui va engendrer une quête avec différents obstacles. Et en fait, ces obstacles, ils vont être plus ou moins durs, mais en fait, c'est le joueur qui va par lui-même devoir trouver la solution pour passer au travers. Et en fait, le fait que ça soit le joueur qui réfléchisse par lui-même et qui va vivre lui-même ses expériences, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour faire passer des messages justement sociaux, culturels ou éducatifs. C'est le meilleur moyen. Et Je suis d'accord par avec toi. exemple, je prends l'exemple d'Assassin's Creed. Alors moi j'ai pas vraiment joué, j'ai un petit peu joué à Unity, mais justement en fait j'ai le peu que j'y ai joué parce que j'ai pas fini. Je trouve que ça te met vraiment dans l'univers de la Révolution Mm. française et il y a vraiment des choses que tu t'imaginerais pas en lisant des livres d'histoire ou Ou à participer à un cours au collège ou au lycée, quoi. c'est ça, c'est vraiment très immersif et vraiment je trouve que c'est magnifique pour ça, ça te permet de voir les choses complètement différemment et ça t'apprend plein de choses.
Et aussi, je voulais parler aussi d'un autre, d'un autre type de jeu vidéo que je connaissais surtout quand j'étais petite. L'évolution de la popularité des jeux vidéo. En fait, on a vu apparaître des jeux vidéo éducatifs. Hmm. Moi, par exemple, quand j'étais petite, j'avais un espèce de jeu vidéo sur la DS où c'était un espèce de cahier de vacances pour passer au CM2. Et en fait, justement, il y avait Ça ce existait, côté. ça? Ouais. Ouais, je te Ah bon? promets. Incroyable. Et en fait, euh, et en fait, moi, j'aimais bien passer du temps dessus. Parce que certes, c'était vraiment très éducatif, c'était très école, quoi. Mais en fait, c'était tellement ludique que c'était agréable d'apprendre des choses avec. Je pense que c'est vrai. Pour moi, c'est un peu l'avenir de l'éducation, en fait. De apprendre des choses de manière ludique, à travers des jeux vidéo ou tout autre moyen. Mais je pense que Mm. les jeux vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen pour passer ces messages comme ça. Non, je suis plutôt d'accord Et avec toi. puis, Ouais. oui, quand je disais qu'on y avait tous joué, je veux dire, je pense qu'il y a une grosse partie des gens de ma génération, 98, 2000, on a connu, enfin, je sais pas si pour vous c'était le cas, mais moi j'ai connu Adibou. J'allais le dire. Oui, Adibou, Adibou incroyable. sur les PC, c'était moi, des j'y ai jeux pas vidéo, joué. hein. Tu y avais pas Adibou joué, et toi? l'ombre Non. verte. Tu l'as ou pas? Oui, oui, je l'ai. Ah, Là, on a incroyable. la Tu ref. l'as? Eh ouais. Non, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Ça, c'était les jeux. Bah, c'est littéralement pour ça aussi que nous, on est autant imprégnés dans les jeux vidéo. C'est que dès tout petit, on avait des manières. Moi, je sais qu'il y avait un autre type de jeu. C'était vraiment les jeux vidéo pour enfants, avec une part d'éducatif, mais aussi une part de divertissement, qui était sur les jeux. Genre, j'avais ma sœur qui avait la VTech. Je sais pas si ça vous parle de ça. Oula, ouais, mais alors ça, c'est un peu plus. C'est moins notre génération. Et c'est entre C'est les notre deux, hein. génération, hein. Les premières VTech, elles sont sorties dans les années 90, hein. Et c'était des consoles, hein. C'était littéralement des consoles à cartouches, où Ouais, tu mais. mettais des cartouches dans ta console, t'avais une grosse manette avec un joystick et des boutons très faciles d'utilisation pour les gosses, Oui, et je m'en t'avais des rappelle. jeux à licence, genre des Scooby-Doo, des trucs comme ça, où tu devais chercher des lettres pour refaire l'alphabet, des trucs comme ça. Moi, Ah, j'avais j'ai le jamais joué à Dora. ça. Le J'avais le Dora, Dora l'exploratrice. sur VTech. Ouais. Bah, punaise, moi je connais pas du tout. En tout cas, ouais, moi j'ai pas eu des parents qui m'ont justement, qui étaient très pour les jeux vidéo. Et donc ce genre de truc là, moi j'ai jamais connu, tu vois, par exemple. Bah, je sais que mes parents ont été extrêmement réticents avec les jeux vidéo, notamment avec ce qui se disait, notamment à l'époque, dans les médias mainstream, dans l'actualité, dans les journaux. Enfin, ils nous ont beaucoup bridés là-dessus. Moi, je sais que j'avais beaucoup d'amis en primaire et au début collège qui avaient les dernières consoles, qui se faisaient des call-off en ligne le soir en rentrant à la maison et tout ça. Et ben, moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir connaître ça, ce qui fait que ça m'a un peu sorti aussi du côté social. On parle de l'éducatif, mais justement, la sociabilité aussi, ça fait partie de l'éducation pour moi. C'est important d'être social aussi aujourd'hui. Pour moi, le jeu vidéo était aussi une énorme forme de sociabilisation De ouf. dont j'ai été un peu privé parce que justement, à ce moment-là, bon après, sans trop parler du reste, mais voilà, contexte familial obligé que aussi, je pouvais comprendre que mes parents Et ne voulaient voilà, pas. attention, on leur jette pas la pierre, c'est pas du tout le but. C'est ça. Non, je veux pas non plus, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y avait aussi une grosse partie des médias français, de l'actualité française qui avait tendance à diaboliser le jeu vidéo, ce qui fait que on avait tendance à pas trop vouloir trop donner les consoles ou quoi que ce soit par peur que son enfant devienne un no-life, parce que c'était vraiment le mot, hein. Je me souviens moi C'est des vrai. JT dans les années 2000 qui parlaient des no-life où ils montraient des cas extrêmes où le mec il couchait enfin il dormait à côté de son PC, il se Ouais. levait, il se mettait directement dessus et il jouait toute la journée à WoW, il était déscolarisé, tout ça. On n'était pas tous dans des extrêmes comme ça, mais c'était aussi une passion. Tu pouvais, euh, Oui. tu pouvais partager ça, il y avait un moyen de partager plein de choses. Je veux dire, il y a des jeunes comme Gotaga qui est aujourd'hui le joueur e-sport français et tout ça, qui a été du coup supporté par ses parents pour ça et qui a pu jouer aux jeux vidéo depuis sa tendre enfance et qui en a aujourd'hui fait son métier. Voilà, c'est le Ouais. sportif, enfin c'est le oui, E-sportif. e-sportif français le plus connu, quoi. Ah non, mais ça c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que le jeu vidéo, en tout cas, euh, permettait à une certaine époque de sociabiliser. Notamment, moi je pense à ça, c'est vrai que je rebondis sur le fait que tu disais, j'avais des potes qui jouaient à Call of en rentrant, moi je pouvais pas y jouer. C'est vrai que si tu pouvais pas discuter de ta partie de la veille avec tes potes le lendemain, c'était beaucoup plus difficile de discuter avec des gens qui justement jouaient, parce que du coup tu avais moins de sujets en commun avec ces personnes-là, et du coup socialement c'était plus difficile de s'intégrer. C'est ça.
Et ça, c'est dommage, mais c'est vrai, le jeu vidéo, pendant une grosse partie de notre vie, c'était ça. C'était s'intégrer aux parties que tu avais fait la veille et en discuter. Non, non, mais sujet très intéressant, je trouve. Après ça, c'est plus, je pense, quelque chose que vous, en fait, vous aviez beaucoup entre vous, parce qu'on va pas se mentir, dans les années 2000, c'était vraiment surtout les jeux, enfin, les jeux les plus connus ou qu'on parlait beaucoup, c'était justement des jeux un peu de guerre, etc. Et nous, pour les filles, c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéressait. Donc moi, j'avais pas du tout ce côté-là avec Oui, les bien jeux sûr. vidéo. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, contrairement à vous, justement, j'ai vraiment passé presque toute mon enfance devant la télé. Moi, j'avais pas vraiment eu de limite, en fait. Et moi, pour le coup, j'avais mes amis qui, eux, avaient des limites, qui, eux, ne pouvaient pas, en fait, regarder la télé ou quoi. Et en fait, moi, toutes les rêves que j'avais personne avec qui en parler. Et en fait, bah, c'est vrai que j'étais un peu isolée, on va dire. Donc en fait, toi, c'est l'inverse. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'était l'inverse. Au Mais après, je final, tu vois, pense, c'est intéressant ce point de vue aussi. Mais en fait, c'est vrai, mais ça dépend en fait de ton entourage. c'est ça, je pense, ça dépend vraiment de là où t'habites, de ton entourage, etc. Mais ouais, c'est intéressant, quoi. Ah, C'est intéressant de savoir qu'en fait, c'est pas parce que t'avais la possibilité d'accéder à la culture et aux jeux vidéo de ça que t'en étais pour autant plus social que les autres, tu vois. Bah c'est ça, parce que je me rappelle une fois, quand j'avais découvert Retour vers le futur, c'était vraiment mon film préféré et ça l'était pendant très longtemps avant Ready Player One. Et j'en avais parlé à une amie à la cantine. Et en fait, je lui avais un peu speedché le film. Et elle m'avait vraiment regardé comme si j'étais Folle alliée. ouais, c'est ça, quoi. Et le pire, c'est que, genre, je crois 2 ans après, elle avait regardé le film, elle a dit ah, c'est génial et tout ça. Ouais, mais c'est ça. C'est malheureusement, en plus, on a ce genre de réaction tout le temps. À chaque fois que tu recommandes un truc, t'as dit ah, c'est incroyable, je l'ai vu, machin. Les gens te prennent pour un dingue. Et puis quand ils le regardent, oh, j'ai découvert un truc, c'est génial. Bah oui, mais je t'en ai parlé il y a 2 ans en fait. Ouais, Oui, c'est ça. Ouais, non, mais totalement. Oui, c'est Putain, on vrai. a pas mal divagué. Oui, c'est vrai. Mais justement, pour ressortir sur les jeux vidéo, ça me fait juste. Je dis juste une dernière anecdote. C'est que, justement, ça me fait penser à ça. C'est que, ça fait un petit moment qu'on est ensemble avec Amélie maintenant. Moi, j'ai toujours joué aux jeux vidéo et tout. Je joue à beaucoup de choses. Et justement, je me souviens qu'Amélie avait beaucoup cette image du jeu vidéo, genre les GTA, les Call of et tout ça. C'était les jeux de guerre pour les garçons et tout ça. Ça n'avait pas forcément d'intérêt. Et que plus on avance dans le temps, plus je lui fais découvrir voilà, les Assassin's Creed. Elle a joué à Hogwarts Legacy, qu'elle a super kiffé. Et elle joue de plus en plus à des jeux comme ça, alors qu'avant elle était beaucoup plus basée sur voilà, des jeux plus posés, tu vois, des Sims, Ouais. ce genre de choses, quoi. Bien Bah, sûr. de toute façon, ouais, moi, mon jeu, c'est les Sims. Ouais. Et ouais, en fait, oui, il y a aussi le fait que c'est un peu les stéréotypes qu'il y avait beaucoup dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est bien, on essaye un peu Les de les classer. enlever, mais c'est vrai que le fait que ça soit un jeu de guerre, garçon, tu dis, ah, mais quand t'es une fille, tu dis, mais c'est pas pour moi, ça c'est pour les garçons, je vais Ouais. pas m'y intéresser, alors que ça pourrait très bien plaire à d'autres filles, quoi. Oui, mais parce que leur façon de communiquer sur leurs jeux vidéo n'est pas fait pour attirer les filles, il est fait pour attirer les gars, il est fait pour attirer les personnes justement qui sont attirées par ça. S'ils le feraient différemment, il y a de fortes chances que il y ait un gros public féminin qui débarque sur les jeux comme ça. Ah Mais ils oui, le c'est font sûr, pas. hein. Ils le font pas. Ils gardent leur manière de le faire et du coup, bah malheureusement, on a une grosse partie la communauté est quand même une grande partie masculine, quoi. On est d'accord. Mais après, ça évolue. Parce que Ah, mais on ça a de évolue, plus en oui. plus, Ça on a évolue de dans le plus en bon plus, sens. même que ça soit dans les Call of ou dans ou dans les Assassin's Creed ou dans les gros jeux AAA de ce genre, il y a de plus en plus de personnages principaux qui sont des femmes. C'est Je vrai. l'ai vu sur, je crois que c'est le dernier Assassin's Creed où justement tu joues une femme, je crois que c'est une assassin, non, c'est pas ça? Le dernier Assassin's Creed en date, c'est Mirage et c'est un homme. C'est un homme. Il y en a pas un où Il justement y en tu a joues un une où femme? t'es une femme, c'est dans Syndicate. T'es la sœur jumelle du héros principal. Et du coup, tu peux alterner entre le mec et la meuf. Mm. C'est très intéressant. Il y a aussi Mais il me ça, je crois, dans semble que le premier Assassin's Creed où t'étais une femme, c'était un hors-série qui était uniquement disponible sur PSP. Et c'était Assassin's Creed Libération, je crois le nom. Et en fait, j'ai plus les termes exacts, mais déjà ça date il y a très longtemps. Et c'était la première fois que tu pouvais jouer une femme dans Assassin's Creed. C'était l'Opus PS Vita, je l'ai. C'est ça, exactement. C'est l'Opus PS Vita où oui, tu joues une femme dans la Louisiane. Voilà, exactement.
Et ouais, c'est quand même, ça date maintenant, et du coup, ouais, ils étaient quand même vachement novateurs sur le truc, quoi. Ouais, Mm. et puis je pense aussi à Phoenix Rising, qui est un peu un Breath of the Wild-like, qui, euh, qui a aussi ce personnage principal féminin de base. Non? Tu peux choisir entre l'homme et la Mais femme. de base, il est pas féminin. Ben si, le personnage de base, si tu prends tous les trailers qu'il y a eu, toute la com, le personnage de base, Phoenix, c'est une femme. C'est juste que tu peux choisir entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que tout le long du scénario, il est beaucoup moins adapté à un personnage masculin. Parce que normalement, il est censé avoir une espèce de fausse romance comment dire, vite fait, quoi, avec le dieu Hermès, qui n'a pas du tout lieu avec un homme. Enfin, si, il peut y avoir, je veux dire, voilà, il peut y avoir aussi des romances entre hommes, mais il y a plein de trucs comme ça, quoi. Punaise, ouais, en tout cas, c'est pas adapté dans les dialogues pour que ça soit C'est un homme. ça. D'accord, ok, j'ai compris. Ouais, non, non, mais ça, écoute, c'est tant mieux que ça évolue dans ce sens-là, en tout cas. Voilà, voilà. On va continuer sur la troisième question, si vous voulez bien. Selon vous, comment la place du jeu vidéo dans les médias audiovisuels a-t-elle évolué au fil des décennies? Quelles étapes ont marqué sa popularisation? Alors, on y a un petit peu répondu durant les deux précédentes questions, mais si vous avez en tout cas des points à donner, ça peut être intéressant, je vous laisse, allez-y. J'en ai quelques-uns, mais si tu veux, Amélie, je te laisse commencer. Non, vas-y, commence, je parlerai après. Alors, bah, moi, en fait, j'ai un petit point que j'ai voulu développer Bien sûr. cette thématique-là. C'est par rapport à l'image un peu du jeu vidéo, du coup, de sa création à aujourd'hui. Dans les années 60 et tout ça, dans le début des jeux vidéo, 70 plutôt, quand tu avais des consoles, c'était tellement cher que c'était pas du tout mainstream. C'était pour une élite, entre guillemets, hein. Les consoles étaient très très chères. C'est vrai. Je pense notamment à ce que faisait Atari, et Amiga, et Commodore. Amiga et même Atari, c'était plus des PC même que des consoles, hein. De base, c'était plus des ordinateurs que tu pouvais utiliser comme console et qui étaient adaptés aux jeux vidéo. D'ailleurs, Atari qui a failli faire couler l'industrie du jeu vidéo, je sais plus c'est quoi les années, mais JDG il en parle très bien dans une vidéo. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où, ça c'est le gros point principal, où Atari a failli faire plonger l'industrie du jeu vidéo parce que c'était devenu un monde rat où les gens voulaient absolument faire de la thune en faisant des jeux vidéo de très mauvaise qualité, juste pour faire de la thune sur des grosses licences et tout ça. On est passé à un univers où le jeu vidéo a été plus représenté comme un jouet. Et là, les prix ont un peu évolué. Nintendo faisait des consoles qui étaient plus abordables au grand public. Clairement. La première Nintendo, la NES, c'était une console qui était vendue aux États-Unis comme un jouet. Elle était vendue avec, je sais plus comment il s'appelle, le petit robot là avec ses petites toupies. Et lui, c'était une représentation, c'était un jouet. Tu vendais la NES comme un jouet aux États-Unis, ils vendaient ça comme un jouet et pas comme Et une pas comme console une de jeux console. vidéo. Ah ouais, Ce intéressant. qui fait que ça a relancé le marché du jeu vidéo et qu'après Sega est arrivé, s'est représenté comment dire, avec ses mascottes fidèles. Tu vois, Nintendo a sa mascotte Mario, Sega avait Sonic. Et puis, fur et à mesure, Xbox a eu ses propres mascottes avec Master Chief. Sony avait avait eu ses mascottes avec Ratchet et Clank, avec Jack et Daxter, avec ce genre de trucs. Mais aussi, il y avait un point que je voulais développer là-dedans, c'est le fait que le jeu vidéo était aussi énormément utilisé comme comment on appelle ça? Comme du merchandising. C'était utilisé aussi comme des produits dérivés. Il y a une grosse période de l'histoire où le jeu vidéo est utilisé comme un produit dérivé et pas comme un art à part entière, ce qui pourrait du coup rebondir aussi sur ce qu'on disait par rapport à la forme d'art dans la première question. C'est qu'avant qu'on développe ça plus comme ça, il y avait beaucoup de gens, et les jeux les plus populaires, en fait, c'était des jeux qui étaient tirés de licences et qui étaient considérés comme des produits dérivés, des jeux qui étaient directement tirés de films, justement, ou ce genre de choses. Ouais, après, c'est peut-être aussi parce que les technologies ne permettaient peut-être pas non plus de autre chose que ce qu'ils faisaient là, tu vois. Ouais, mais d'un autre côté, il y a d'autres studios qui ont fait aussi des grosses choses, comme Nintendo avec Pokémon, avec Mario, qui ont développé leur propre univers, tu vois. Oui, ben là, typiquement, c'est ce que tu dis. C'est juste que leur vision de la chose, c'était plus, il faut qu'on fasse un truc vu que ça commence à exploser le jeu vidéo, que on va faire un truc qu'on kiffe et qu'on sait que les gens vont kiffer, mais ça va nous prendre plus de temps et plus d'argent. C'est ça. C'est juste, ouais, pour le coup, une question, ouais, une question de point de vue, quoi. C'est ça. Et puis après, bon, avec les technologies qui ont évolué, forcément, le jeu s'est développé. On a commencé à voir apparaître la 3D avec toutes les licences phares qui sont passées en 3D. Les Mario, tout ça, qui ont commencé à passer en 3D, qui a été un énorme pas en avant dans le monde du jeu vidéo. Hein, ça a été une énorme révolution, la 3D, le passage à la 3D.
On en parle encore aujourd'hui. Mario 64, ça fait partie des Mario, des Mario préférés de la communauté Nintendo. Les gens continuent à y jouer. Aujourd'hui, il y a toujours des speedrunners qui font, des speedrunners qui font des parties dessus et qui essayent de battre des records et tout ça. Dire, ça reste des grosses phases qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Là, De toute le façon, passage à ouais, 3D. les titres, ils sont mémorables. Tu parles de Nintendo 64, tu peux être sûr qu'il y a des personnes dans ton entourage qui vont avoir des flashbacks de ce jeu, du moment où ils l'ont découvert ou du moment où ils en ont entendu parler, parce que c'est mémorable comme jeu. C'est ça. Et Bien puis sûr. il y a toute notre génération qui a commencé à s'intéresser à ces jeux alors qu'on les a pas connus. Oui. On a une espèce de nostalgie, de fausse nostalgie, de nostalgie, De comment choses qu'on n'a dire, pas connues. fictive, de quelque C'est chose ça. qu'on n'a pas connu en fait. Ça, je trouve ça dingue. Qu'on arrive à ce point-là, c'est que vraiment c'est tellement devenu mainstream au final que voilà. Mais du coup, petite anecdote. Moi, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai découvert les jeux vidéo avec la NES. Oui. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais en gros, les jeux vidéo à l'époque, ils étaient vraiment super durs. Et en plus, du coup, tu pouvais pas sauvegarder. Moi, je me rappelle que des fois, pour pas perdre la partie de laquelle que j'étais, je laissais la télé allumée toute la journée. Et quand je revenais de l'école, et ben du coup, je reprenais ma partie. Mais en fait, j'ai appris il y a pas longtemps que en fait, les développeurs, ils faisaient exprès de faire des jeux vidéo très durs pour que les personnes passent le plus de temps dessus, parce qu'en fait, ils pouvaient pas faire énormément de niveaux ou quoi en fait dessus. Bah oui, parce que c'était limité en capacité de stockage, les cartouches et tout ça, donc forcément. Ouais, c'est ça, mais du coup, je savais pas et je trouvais l'anecdote sympa à dire pour ceux qui étaient pas au courant. Et du coup, je voulais rebondir aussi sur, parce que tout à l'heure, on parlait justement des graphismes des jeux vidéo qui, euh, qui devenaient en fait de plus en plus le scénario, enfin, comme un scénario d'un film en fait. Et j'ai repensé à une anecdote que tu Vas-y, nous nous avais t'écoutons. racontée, Coco. Moi? Une anecdote à toi, oui. En fait, Je crois que je sais de quoi tu parles. Vas-y. quand étais petit, Oh putain. tu avais découvert du coup la bande-annonce d'Assassin's Creed 2, il me semble. Ouais. Et tu nous en as parlé il y a pas longtemps, je pense, il y a quelques mois. Parce que quand tu nous teasais justement Assassin's Creed, Ah oui, quand je te tentais de jouer. c'est ça. Et du coup, bah maintenant, ça doit remonter à facile une quinzaine d'années, je pense, ou Je sais pas quelle peut-être date 10. ça sort, Bon, ça c'est en tout sorti, cas, mais ouais, ça, c'était il y a longtemps maintenant. voilà, ça date. Mais du coup, tu t'en rappelles encore aujourd'hui. Et Hmm. en fait, tu nous avais dit que à l'époque, t'avais jamais vu une bande-annonce d'un jeu vidéo qui ressemblait autant à un film, Ouais, je crois que ça il me m'avait semble. putain marqué. Ouais, c'était un truc mémorable. La cinématographie, les scènes, elles étaient dingues. C'était fou pour l'époque. C'était fou T'avais l'impression de voir un film. C'était incroyable. C'est ça. Et du coup, enfin, ça m'a fait tout de suite tilt parce que, enfin, vraiment, les jeux vidéo, ça a pris une envergure totale, quoi. Et après, c'était un parti pris, hein, parce que à cette époque-là, les jeux vidéo, comme on dit, c'était pas non plus très démocratisé. Assassin's Creed, c'était à peine leur deuxième jeu, même si le premier Ouais. avait bien marché. C'était couillu de faire ça, mais ils savaient que ça allait péter parce que c'était novateur, parce que les images sont tellement impressionnantes que forcément les gens allaient en parler. C'était un moment de dingue quand c'est C'est sorti. ça. C'est ça, en plus, c'était sorti au JT, non? Je sais plus. Ouais, bah, c'est ce Ça, que je je sais disais, pas, mais moi je l'ai vu ce en que je pub, je disais crois, tout à hein. l'heure. Un pub, ouais. Moi, je l'ai vu en pub. Et après, du coup, j'ai une autre anecdote par rapport justement au fait qu'on disait que enfin, dans les années 90, en fait, les gens critiquaient beaucoup les jeux vidéo en disant que c'était des jeux abrutissants, violents et tout ça. Et en fait, en faisant mes petites recherches tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'en fait, en 1999, il y a eu un massacre dans un lycée américain Ouais. par deux personnes qui pratiquaient à outrance le jeu Doom. Et Oui. du coup, en fait, cette, toute cette critique des jeux vidéo viennent de ce massacre en quelque sorte. Ouais. Alors, c'est une des choses qui a fait tout péter, une des étincelles. Et, si je peux en parler, je pense qu'avant tout, c'est pas le fait que eux ils pratiquaient le jeu à outrance qui les a fait péter un câble,
à la base, ces personnes-là, elles étaient forcément fragiles mentalement Oui, pour c'est faire ça. ce genre de choses. C'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui est d'autant plus dingue parce que justement, l'article qui parlait de ça disait également que aujourd'hui, des études montrent enfin qu'il n'existe pas de lien de cause à effet entre jouer à des jeux vidéo violents et le devenir dans la réalité. Bah Ouais. exactement, Donc, bien sûr. il a fallu attendre presque 25 ans pour que Bah oui, bien sûr. enfin les médias disent qu'il n'y avait pas de cause à effet. Mais après, moi je pense que tout dépend en fait de la personne. Si t'es quelqu'un qui a du mal à subir la pression, si tu joues à un jeu qui te fait subir la pression, le jeu va te faire du mal. Oui, c'est ça. Au même titre que d'autres jeux qui te font peur, si t'es instable mentalement, un jeu qui est là pour te briser mentalement ou quoi, si c'est le but du jeu, c'est pas fait pour toi. Au C'est même ça. titre que les jeux qui sont épileptiques, enfin... De toute façon, à chaque fois, à chaque début de jeu, normalement, il y a un message d'alerte pour les personnes qui sont concernées, tu vois. C'est Oui. ça, et puis de toute façon, les institutions, elles ont voulu chercher un bouc émissaire dans ces Ah bah ça. problèmes-là. C'est Mais j'ai sûr. envie de te dire, les jeux vidéo n'auraient pas existé, ces gamins-là qui ont fait le massacre et qui étaient Ils l'auraient instables fait quand mentalement, ils l'auraient fait mentalement, mais via un film, par exemple, un film de guerre ou un Oui, truc comme voilà, ils auraient dit, regardez les films d'horreur, ce que ça fait aux gens ça. maintenant, Ouais, c'est ça. faut arrêter ça. Il fallait juste trouver quelque chose qui était la cause de tout ça. Ils ont trouvé un truc qui était vraiment pas très populaire, mais qui avait quand même quelques fans. Ils se sont jetés dessus et puis point barre, quoi. C'est ça. Non, ça, je suis complètement d'accord avec vous pour le coup. Hein. Maintenant, à toi de nous dire ton avis. Bah écoutez, la place du média audiovisuel, s'il a évolué, oui, elle a évolué de ouf en quelques décennies. Comme tu parlais tout à l'heure, Assassin's Creed, c'est quand même dingue ce qu'ils ont réussi à faire en partant du 1 à aujourd'hui. Quand tu te rends compte que le premier, comment il était visuellement, à quoi il ressemblait, les sujets abordés, tout ça, c'était hyper novateur. Tu vois le dernier en date. Alors, attention, je ne vais pas vous dire que c'était le meilleur. Au contraire, je ne trouve pas bien le dernier. Mais c'est que mon avis personnel. Mais le dernier, qui s'appelle Mirage, qui se passe à Bagdad, ils ont tellement fait l'effort de faire quelque chose de bien qu'ils ont essayé avec des historiens de retranscrire à l'identique la ville de Bagdad. Ils sont tellement allés dans les détails qu'un historien, un autre historien qui a vu la map en jouant au jeu, s'est mis à pleurer. Tellement c'était impressionnant de détails et de similarité avec la réalité. Donc Ah ouais. je trouve ça fou qu'aujourd'hui, en 2024, on fasse ce genre de choses dans un jeu vidéo. Réussir à faire pleurer un historien parce qu'on a réussi à refaire presque même une ville qui est détruite maintenant, je trouve ça incroyable. C'est Je clair. trouve ça incroyable ce prisme-là, c'est dingue. Et ça montre aussi la passion des développeurs. Bien sûr. Voilà, il y a deux écoles pour, pour les développeurs d'Ubisoft. Il y a ceux qui veulent faire du fric et ceux qui sont, sont passionnés. Je dirais pas les développeurs qui veulent faire des fric, parce que pour moi, un développeur de base c'est un passionné. Pour moi, c'est plus les gens qui sont au-dessus. Les actionnaires. C'est ça. Oui. Si t'avais un développeur qui était dirigeant et actionnaire d'une entreprise de jeux vidéo, je pense qu'il ferait des jeux bien plus. Des pépites. C'est ça. On aurait des pépites comme on a déjà. Oui, parce que généralement c'est le cas des jeux indépendants. Les jeux indépendants, c'est ça. Hein. C'est des gens qui font tout en autoprod, qui font tout eux-mêmes, qui gèrent eux-mêmes leurs trucs. Baldur's Gate 3, le dernier en date, fait par un passionné qui a monté son propre studio en Belgique, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable et ça a été le GOTY 2023. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un truc pour les fans, par les fans. Enfin, c'est fou. Puis on l'a bien vu aussi avec la franchise Call of. Ceux qui ont développé tous les Black Ops et ceux qui ont développé du coup ceux qui sont vraiment les Modern Warfare, les Modern Warfare, les vrais passionnés. Warfare, et c'est vraiment ceux qui ont créé de base Call of, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Treyarch et ça. c'est comment il s'appelle déjà le studio de base qui a fait les Modern Warfare, c'est Infinity Ward. On remercie d'ailleurs Augustin de The Great Review qui a fait une vidéo géniale qui a parlé de ce sujet. Allez la regarder. Parce que ouais, franchement, il aborde des sujets qui traînent dans les couloirs de ces studios-là. Il a fait des recherches vraiment très sympas et du coup, ça nous permet du coup de derrière vous en parler comme si c'était nous qui avons fait les recherches, mais quand même on lui donne ce crédit-là. Ah bah oui, il non, a clairement. fait une très grosse recherche d'informations. Clairement. Et du coup, c'est hyper intéressant tout ce qui se passe dans ces studios-là, tout ce qui se passe derrière les caméras. C'est ce qui a fait
je vais pas donner les noms, mais ce qu'a fait le propriétaire d'Activision, c'est quand même limite, quoi. Oui. Ah ouais, c'est limite, et d'un autre côté, c'est du génie aussi. C'est un mec qui veut faire de la thune, tout simplement. Ah, ben c'est un putain Et d'entrepreneur. les mecs qui font des jeux vidéo, les développeurs, c'est des passionnés de jeux vidéo. Et les mecs qui financent tout ça, c'est des passionnés de fric, tout simplement. Ça, après, je pense, je le connais pas, mais je pense qu'au début, avant tout, c'était un fan de jeux vidéo. Oui, Et que sûrement. par contre, il s'est fait un petit peu, ouais, voilà, corrompre par l'argent, corrompre par des personnes peut-être au-dessus de lui, tu vois. Soit c'est ça, soit c'est un mec qui a juste vu le potentiel. Oui, c'est simplement. possible aussi, c'est possible aussi. C'est juste un bon businessman qui a vu le potentiel. Ouais, c'est ça. Hein. Mais de toute manière, dans les jeux vidéo, enfin, il y a toujours eu un peu cette histoire où il fallait vraiment sortir les jeux vidéo très rapidement ou les suites de jeux vidéo très rapidement, quitte à bâcler son travail et finalement Cyberpunk, on pense à toi. avoir un jeu pas ouf derrière, quoi. Et c'est vraiment dommage. Ouais, vous vous rendez compte quand même, l'histoire de Cyberpunk, c'est après quoi? Après 1 an ou 2, je sais plus précisément, mais c'est après plusieurs patchs que le jeu il est devenu monumental. Et qu'il est tout simplement devenu jouable, en fait. Bah, en Pour la vrai, dès plupart le des début, gens. je vais rétablir la vérité. Moi, j'y ai joué à sa sortie. À sa Oui. sortie, il était jouable. Mais c'est vrai qu'il y avait des bugs qui t'empêchaient de faire des missions. Et ça, du coup, c'était très problématique, très bloquant, quoi. Mais dis-toi que toi, t'as réussi à jouer à peu près correctement avec, malgré tout, des bugs qui étaient handicapants. Mais aussi, t'avais une config qui était adaptée. Imagine les Oui, gens alors qui jouaient j'avais la config basique de PC, ça me permettait d'avoir le jeu en normal. sous ceux qui jouaient sur console, généralement. Ah bah eux c'était impossible. c'était Apparemment impossible. eux c'était les premiers jours c'était impossible. Même ceux qui étaient sur les consoles dernière gen à l'époque, c'était. Je sais pas si c'était PS5 déjà. C'était quand déjà c'est sorti. PS5. Ah ouais. Ouais, bah, tu te rends compte, tu payes un jeu pour jouer à Cyberpunk et impossible d'y jouer. C'est ça, puis en plus sur console ça coûte cher. Ouais. Avec le prix en boîte et tout ça, t'en as presque pour 80 balles de jeu. Ça fait mal aux fesses quand tu peux pas jouer à ton jeu derrière, quoi. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Et puis bon, après, on va pas cracher sur le confort de jouer sur une console en salon, c'est toujours bien agréable. Oui. Mais bon, derrière, si ça suit pas alors que tu payes une console hyper chère, le jeu hyper cher, C'est ça. la télé hyper chère pour pouvoir coller à tout ça, les bouts. C'est ça. Et c'est là que les joueurs PC dans les commentaires vont dire jouez PC. Le PC c'est génial. Moi je suis désolé, je suis un joueur console. Bon voilà. Voilà, écoute, personne n'est parfait. J'aime bien les deux, moi, donc bon. Disons que l'ordinateur permet quand même beaucoup de possibilités, mais c'est vrai que t'es pas aussi à l'aise dans ton canapé que sur ta chaise de bureau. Après, ça dépend évidemment le prix que tu mets dans ta chaise de C'est bureau, ça. mais si t'as pas envie de mettre 1000 balles dans ta chaise de bureau, achète une console, tu seras quand même plus à l'aise dans ton canapé. C'est sûr. Et puis surtout le online gratuit avec les PC. Ça c'est génial. Le gratuit, le Xbox Game Pass qui te permet de jouer à énormément de jeux. Pour pas très cher en plus. Ouais. Tout ça c'est génial, quoi. Après ça c'est un petit débat, bon, on va passer à autre chose, mais c'est quand même aussi un petit débat parce que le truc comme le Xbox Game Pass ou le PS Plus ou ces trucs là, ça apporte aussi un problème, c'est un peu comme les Spotify, Deezer et tout ça, c'est que ça rémunère moins du coup les studios qui produisent les jeux. Et c'est pour ça Oui. qu'on en arrive à des jeux qui proposent énormément de contenu, comment on appelle ça, de microtransactions quoi. Bah ça malheureusement, toi tu te sens concerné et dans ces cas-là tu vas acheter plein pot le jeu directement dans la boutique du studio, mais déjà faut remercier le studio, mais ton portefeuille il douille. Et derrière ça change rien. À part ta conscience, ça change rien au jeu. Ouais c'est ça. Donc quand tu commences à t'intéresser un petit peu aux jeux vidéo et que voilà t'as un petit peu d'argent, bah, tu te dis je vais économiser quand même le moindre centime pour enfin je vais faire de mon mieux pour acheter les jeux les moins chers possibles, tu vois. Oui c'est sûr. C'est quand tu commences le jeu vidéo, c'est bête d'acheter un jeu plein pot. Surtout si tu as la possibilité de l'avoir moins cher. Oui. En faisant rien d'illégal, tu vois. C'est sûr. Enfin voilà, j'espère que ces deux questions autour des jeux vidéo dans le visuel vous ont intéressé, que ça vous a permis de vous poser également des questions sur cet univers. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu de faire des recherches et de débattre autour de tout cela. Ouais, c'était très cool. Ah ouais, Parlant de c'était débat très sympa. maintenant, en parlant de débat maintenant, je vais vous poser une question et nous allons débattre autour de cela. Et cette question est la suivante. Que pensez-vous des adaptations de jeux vidéo en film et en série? Et qu'est-ce qui est selon vous essentiel pour réussir une adaptation? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a déjà eu
Une vraie réussite en adaptation de jeux vidéo, ça c'est la question. Une Déjà. adaptation de jeux vidéo en film et en série, est-ce que j'ai en tête un truc sympa, moi? Bah je sais que... Une adaptation de jeux vidéo en série? Ouais. Oui, Arcane? Ouais, c'est... oui, ça c'est la meilleure. Ouais, À mon mais sens, c'est la meilleure. dans l'idée, c'est pas une adaptation de jeu vidéo pour moi, tu vois. Mais Parce j'ai que ma petite. tu reprends pas le jeu en lui-même, tu fais juste du Tu background reprends le, sur des tu reprends personnages, le tu vois. lore, Ouais, mais c'est c'est ça. le Et principe. C'est j'ai ma vrai. petite argumentation là-dessus Vas-y, d'ailleurs. je t'en prie. Où en gros, alors de ce que je me souviens encore aujourd'hui, moi j'ai vu l'adaptation d'Assassin's Creed avec vous deux d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, on était allé voir ça au cinéma, ouais. Ouais, en Bah, 2016. pas ouf. C'est J'ai pas vu, catastrophique, hein, mais... Ça a le j'ai mérite d'exister, pardon. j'ai vu également Uncharted, Oui. Sonic et du coup Mario. Alors, le Mario... Elle a fait ses devoirs. Hein. Et Mais ouais, le mais Mario est très cool. Enfin, moi, c'est mon avis perso, mais le Mario est très cool quand même. franchement, je vais pas dire, mais ce débat m'a bien. Enfin, j'étais inspirée, on va dire. Bah, tant mieux. Et du coup, Assassin's Creed, quand il est sorti, alors moi déjà, à l'époque, j'y avais pas joué. Et oui. Et d'ailleurs, Du coup, je tu sais. connaissais même pas, Oui, je donc tu crois, à savais pas l'époque. ce que c'était quand Ouais, tu connaissais quand même on pas le avait lore, quoi. parlé. Tu nous as C'est juste ça. dit, je vous suis, mais le truc, je connais pas, quoi. C'est ça. Et du coup, dans mes souvenirs, en fait, il reprend le premier jeu. Et, euh, et Non, franchement, il je reprend crois. pas le premier jeu. Ah bon? Ah, Il je me reprend trompe pas le peut-être. premier jeu dans l'idée. En fait, il reprend l'idée de base qui est de pouvoir aller dans l'histoire de son ancêtre. D'accord, ok. Mais il me semble pas qu'il reprenne l'histoire du premier. Mais du coup, moi, de ce que j'en ai retenu, en tout cas, c'est qu'il était pas ouf. Je peux Et pas je te crois qu'on contredire. est un peu tous d'accord Ça, là-dessus. faut quand même le retenir. C'est-à-dire que même une personne qui connaissait pas le lore, le lore du base, elle a pas trouvé ça ouf de base. Donc, C'est ça. Et en fait, je pense que cet avis, c'était plutôt assez général parce qu'en plus, on n'a jamais eu de suite. Donc voilà. Oui, c'est bien explicatif en tout cas. Mais en même temps, quand tu vois la fin du film, tu te dis ouais, j'ai pas envie de suite en fait. Donc voilà, c'est fini quoi. À partir de ce moment-là. Et du coup, récemment, avec Clément, du coup, on a vu Uncharted. Donc pareil, moi, j'y ai jamais joué. et Donc... pour le coup, moi non plus. Moi non plus, j'ai jamais fait d'Uncharted pour l'instant. Moi oui, Mais je les ai après, tous faits. mais après, en vrai, moi, j'ai trouvé pas mal le film. Oui, le film était bon. Après, le film était bon pour quelqu'un qui n'a pas joué au C'est jeu. ça. C'est-à-dire C'est ça. que Moi, je peux vous donner mon avis en tant que Ouais, quelqu'un vas-y. qui a fait tous les jeux. Il y a des petits moments qui sont incroyables parce que du coup, il te remémore le jeu. Je pense au moment où il met le holster et que tu as la musique de Uncharted qui se lance. Incroyable. Ce moment, ça m'a mis les frissons. C'était fou, c'était dingue. Je me suis ressenti dans le jeu. Enfin, c'était incroyable. Le bateau, bon, dans le vrai jeu, il me semble que le bateau, il est sur le sable. J'ai plus trop, j'ai un petit trou de mémoire, mais il me semble qu'il y a une histoire de bateau, de sable et tout ça. Incroyable, incroyable, les petits trèfles, les petits machins. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et dans l'idée principale, on a le principe d'un Uncharted. Après, c'est vrai que bon, voilà, Nathan Drake, il est pas aussi charismatique que dans le film, c'est sûr. C'est pas le même personnage, il est beaucoup plus jeune, c'est C'est dommage. ça. On aime bien Tom Holland, mais bon, peut-être pas en attendant Voilà. quoi. Sully, moi je trouve le Sully incarné par cet acteur, j'ai oublié le nom, de Michael. Mark Wahlberg, non, c'est pas ça. Mark Wahlberg, c'est ça. J'aime bien le Sully de Mark Wahlberg, mais je suis désolé, c'est pas le Sully de Uncharted quoi. Ok. Le Sully de Uncharted, il est un peu vieux, cheveux blancs, moustache blanche. C'est un mec qui a vécu des choses, ça se voit, ça s'entend à sa voix. C'est pas le même personnage. Dans le film, c'est c'est pas ça quoi. Ouais, le personnage est sympathique, mais c'est pas une adaptation de ce personnage-là, quoi. Mais après, dans la globalité, je vais pas cracher sur le film, je l'ai beaucoup aimé et j'attends de voir le 2 pour voir ce qu'ils vont nous faire. Qui J'espère d'ailleurs va qu'ils vont pas sortir faire là en 2025 normalement. Oui, c'est ça. J'espère qu'ils D'accord. vont pas nous faire un film machine Afrique et qu'ils vont faire un film assez proche du jeu vidéo et en tout cas du lore, ça serait cool. Mm. Là, je parle en tant que fan, mais j'espère qu'on va retrouver les personnages féminins qu'on retrouvait dans les premiers épisodes, qui a rapporté pas mal de profondeur dans l'histoire, c'était intéressant. Franchement, c'était pas mal. Je sais pas si on voit ou on en entend parler du frère de Nathan Drake, mais en tout cas, dans le 3, dans le 2 ou le 3, il y a une histoire à propos de son frère et tout ça, et c'est très intéressant, et ça serait cool de l'apporter également dans le film. Bah dans le film, le premier, il y a une grosse histoire avec son frère, hein. Parce qu'en fait toute l'intrigue elle part de son frère. Oui, mais on le voit jamais.
Ah, on le voit pas adulte, mais on a tout le long du film, on a des espèces de flashbacks avec son Oui, c'est frère ça. jeune. Oui, 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 bien vu. Et d'ailleurs, toutes ces scènes-là qu'on voit en flashback, c'est des scènes jouables dans le jeu, dans le 3, je crois. Dans le 3. Ah oui, d'accord. Je crois. Ouais, donc en fait, ils nous ont fait une Assassin's Creed et ils ont pas repris que le premier. Oui, voilà, ils ont repris un petit peu tout et ils Ils ont ont fait tout un peu de quasiment tout. remis dans le film. À tous les coups, ils ont dû faire ça en se disant on fait un one shot et si ça marche, on en fait un deuxième. Et là, Peut-être vu que que du ça a coup, bien dans le marché, deuxième, ils ont carte blanche. ça, Peut-être. ça serait cool. Peut-être. Ça serait cool Ouais, s'ils nous font carrément. quelque chose de bien. Non, carrément. Mais du coup, justement, ça me faisait poser aussi une autre question dans ce débat, c'est qu'est-ce qui est mieux dans une adaptation de jeu vidéo, un live action ou de l'animation? Ah, Parce que tu vois, dans l'idée, Arcane, Mario, que je trouvais très cool moi personnellement, qui sont des justement, même Arcane qui est incroyable, c'est juste voilà. Enfin, même si moi je considère pas vraiment ça comme une adaptation, mais plus comme un développement du lore de certains personnages. Dans l'idée, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec de l'animation, chose que j'ai jamais réussi à ressentir avec des adaptations live action. Je veux dire, justement, on a vu les Sonic, on a vu les deux premiers, on ira voir le troisième sûrement, parce que voilà, on a vu les deux premiers, donc autant aller voir le troisième. surtout parce qu'il y a Shadow, quoi. Oui, surtout, voilà. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai pas vu le 1, j'ai pas vu le 2, mais j'irai sûrement voir le 3, tu vois. Bah, Parce dans qu'il le y a 2, ce qui Shadow. était bien, c'est qu'il y avait l'apparition de Knuckles et de Tails, donc Ouais, ouais. voilà, pour les fans, voilà. Et en plus, eux, ils ont gardé leur voix d'origine, donc ça c'est cool. Euh, mais du coup, ouais, parce que les films de live action, enfin les films live action adaptés de jeux vidéo, généralement, j'ai toujours trouvé ça bof, quoi. J'ai Ouais, pas vu de d'accord. très bonnes adaptations de jeux vidéo en live action, alors qu'en animation, beaucoup plus. Mais parce que je pense aussi, il y a ce côté où en fait un jeu vidéo c'est animé et du coup en tant que spectateur c'est beaucoup plus, enfin surtout si tu as déjà joué au jeu, c'est beaucoup plus facile de retrouver en fait ces éléments du jeu vidéo euh, bah, dans le film. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a certains jeux vidéo, venir retranscrire ce que tu retrouves dans le jeu vidéo en film, c'est soit un budget monumental en post-production, soit impossible parce que du coup, bah, là, j'imagine une adaptation de God of War PS4 en film va faire le serpent Jormungand à la taille du jeu vidéo. Bon, faut un putain de budget, faut enfin, ça devient au final peut-être inutile. Tu vois. Ouais, C'est vrai que moi personnellement, si je devais répondre à ta question Clément, je dirais que pour moi une bonne adaptation d'un jeu vidéo, du moment que c'est fait par des passionnés et par le cœur, tu peux essayer de tout faire. ouais, Après c'est vrai qu'avec ce qu'on a déjà vu, la première réponse qui me vient en tête, c'est de l'adaptation animée. ouais. De l'adaptation film d'animation. Film d'animation. Et après, il y a aussi ce côté-là, par exemple, qu'on voit dans Sonic, où en fait, on va avoir donc les personnages du jeu vidéo qui vont être en animation, En CGI, ouais. c'est ça, et ça se passe en fait dans la vraie vie. Mais moi, justement, en fait, ce que j'avais bien aimé dans Sonic, c'est que contrairement à ce qu'on a eu dans Uncharted et dans Assassin's Creed, c'est qu'en fait, on a une histoire totalement différente de ce qu'on a pu voir dans les jeux vidéo. Et je pense que c'est quelque chose qui permet aux fans de Sonic de pouvoir aller voir le film parce que ça leur rajoute du contenu de la licence Sonic euh, en plus et c'est pas quelque chose qu'ils ont déjà vu. Je pense que justement, en fait, le fait d'apporter du contenu supplémentaire et de pas essayer de recoller à l'histoire d'un film, forcément, tu peux apporter du fanservice en apportant un peu de ref. Tu vois, dans Sonic, on voit les anneaux quand il se prend un truc dans la gueule ou quand il se fait taper ou quoi, il perd ses anneaux comme dans le jeu vidéo. Il y a les sons, il y a les sonorités. On n'est pas sur. Bon, après Sonic, en même temps, il n'y a jamais vraiment eu d'histoire, donc c'est compliqué d'adapter une histoire Sonic. Mais tu vois, justement, il y a ce côté où tu peux apporter d'autres choses, tu peux donner du contenu aux fans et leur apporter du fan service avec des petits éléments et à côté développer une nouvelle histoire et faire une adaptation. On n'est pas sur une reproduction du jeu, mais sur une adaptation réelle. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qu'on a eu un peu aussi dans Mario. On avait plein d'easter eggs justement sur les jeux, enfin sur tous les jeux Mario. Et ça avait quand même sa propre histoire. Bon, C'est ça. après, ça reprend aussi l'histoire de base de Mario, mais c'était intéressant d'avoir. Enfin l'histoire de Mario.
Oui, À enfin, Gros Grou, je suis Bowser, j'ai enlevé la princesse c'est ça, Peach. À Gros Grou, enfin, c'est un peu le même C'est ça. principe, quoi. Bah en fait, c'est le c'est même ça, principe, voilà. c'est juste que vu que c'est en animation, ça passe mieux. Je veux dire, ça reste la même chose qu'un Sonic, hein. Tu aurais fait un Mario live action, les personnages dans la Ça vraie vie, existe. ils auraient été en acteur et ils se seraient retrouvés dans le monde de Mario et ça aurait été exactement la même chose que Sonic en live action. Mais ils ont D'ailleurs, pris le ça parti de existe tout Mario faire. en live action. Oui, bon, c'est des trucs qui datent des années 80 et c'est catastrophique, Oui. mais mais du coup, ils ont pris le parti que même ce qui est dans la vie réelle, parce qu'il y a une partie de Mario qui est dans la vie réelle avant de se Oui, Oui. transposer dans le monde de Mario, dans le royaume, voilà. Et bah, tout ce qui est même dans la partie vie réelle, c'est pas en live action, c'est aussi en animé. Et vu que tout est en animé, t'as l'impression que ça fait partie d'un tout et que c'est pas juste deux personnes live action qui se retrouvent paumées au milieu d'un univers animé de jeux vidéo et que du Ça coup aurait ça été aurait fait bizarre. tâche quoi. Ça aurait été c'est ça. bizarre. Et puis, je pense, du coup, pour le spectateur, en fait, même si il y a ce côté un peu vie réelle dans le film, vu que c'est en animation, bah ça va pas être vraiment la vraie vie. Oui, c'est ça s'inclut dans l'animation, ça pourrait même s'inclure dans le jeu vidéo quoi au Je final. pense que c'est beaucoup plus facile à digérer pour le spectateur, que ce soit un peu un monde IRL et tout ça. Ouais, c'est ça. Bah ouais, ça aurait peut-être fait d'ailleurs bizarre de passer avant le passage dans le monde imaginaire, d'être dans un univers réel, live action, et du moment qu'il passe le portail, bam, animation de tout. Ça aurait été peut-être très chelou. Ça aurait C'est ça. fait bizarre. Je pense que ça aurait fait un peu à la manière de Arthur et les Minimoys où ça se passe comme ça, où quand tu te transformes en Minimoys, tu deviens Oui, un mais personnage Arthur et les Minimoys, je suis d'animation. désolé, mais pour moi c'est une dinguerie. Oui, Ah bah, oui, moi oui, aussi, moi Arthur. aussi, Moi, pour moi le coup, aussi. Arthur et les Minimoys, Mais parce ça que le ça a fait été très bien bien. fait. C'est parce que c'est bien fait. Parce que je prends l'exemple justement du film, je sais pas si vous l'avez vu, film des Schtroumpfs, Non. les récents qu'ils ont sortis, où en gros, bah, ça se passe dans la vie réelle et en gros, il faut qu'ils trouvent le moyen de retourner au pays des Schtroumpfs. Enfin, franchement, tous ces films-là où il y a un personnage en animation, je trouve que ça fait un peu tâche, perso. Hmm. Moi, j'ai du mal à vraiment me plonger dedans, même si je trouve Sonic très bien. J'ai quand même, si je dois comparer Sonic et Mario, je préférais Mario. Ouais. Ouais, je vois. De toute façon, je suis d'accord avec toi parce que quand tu vois également les premières images qu'ils avaient annoncées pour Sonic, ça avait fait énormément débat, ça. Ça, au moins, Oui, ils ont eu l'intelligence de retravailler le D'écouter. personnage et Ouais, d'écouter d'écouter la les fans. communauté. Je pense qu'ils ont évité un énorme flop d'une violence monumentale Mais non, mais en même parce temps, quand que, tu vois le nombre de personnes qui ont réagi ouais. à ça, s'ils réagissaient pas et qu'ils changeaient rien, c'était vraiment qu'ils en avaient rien à foutre. Ouais, mais il y en a qui s'en foutent hein, de ce qu'on leur dit sur les Oui, réseaux. mais personne ne réagit autant. Attends, c'était quelque chose quand même. Il était moche. C'était terrifiant le Sonic, hein, il était Il terrifiant. était vraiment très cursed. Il était vraiment. C'est typiquement le genre de choses que je veux pas me retrouver nez à nez quand je sors du lit, tu vois. Ouais, on T'imagines ça? aurait Non, dit un non, espèce de horrible. creepypasta Sonic là. Vraiment, vraiment. Oh là là, c'était terrifiant, vraiment. Non, ouais, mais ouais, là, c'est vrai que le deuxième, beaucoup plus abordable, je trouve, comme réalisation 3D en tout cas. Ouais. Mais du coup, ouais, j'ai vu Coco, tu voulais réagir sur ce que disait Amélie, sur le fait que ce qu'elle trouvait bien dans Sonic, c'est qu'ils apportaient un film, enfin des nouveautés, en gros que c'était une histoire qui collait pas forcément aux jeux vidéo. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça? Que je disais, moi, ce que je voulais dire, c'était que c'était aussi peut-être de la facilité de vouloir amener Oui. une nouvelle histoire. Selon moi, c'est plus de la facilité. Alors, pour Sonic, peut-être pas parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire ou de lore, mais dans d'autres univers, comme Mario, faire un scénario de A à Z, bah, ils ont le libre champ. Là, tu vois, après, pareil, Sonic n'a pas vraiment d'histoire établie, mais dans beaucoup de live action où justement ils ont fait une histoire qui sort du lore, selon moi, c'est de la facilité avant tout. C'est de la facilité, comme ça, ils parlent de ce qu'ils veulent. Le sujet, ils le maîtrisent de A à Z, et au moins, ils ont la tranquillité d'esprit de se dire, au moins, on blesse personne et on sait vers où on va. Genre, je pense aussi que c'est une manière, comment dire, d'essayer de toucher un plus grand public. En fait, pour eux, leur but, c'est pas d'attirer les fans, mais c'est d'attirer le grand public. Et du coup, ils en ont rien à foutre si ça colle pas aux jeux vidéo de base. Ils préfèrent attirer le grand public en faisant une histoire accessible à tout le monde. exactement. En fait, je pense que c'est un bon moyen déjà de satisfaire ceux qui sont déjà fans, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça permet de... Bah, je Pas pense que ça... vraiment, hein, parce que les fans, ils étaient pas contents hein, pour la plupart. Hein.
Ouais, mais je pense que aussi, moi je reprends encore l'exemple de Mario, où moi je suis très fan de Mario et tout ça, j'ai fait pas mal de jeux et tout ça. Bon, après, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais je pense que ça rajoute un plus Plutôt que de en revoir dans un une jeu que nouvelle t'avais déjà vu. histoire. Parce que, enfin, aller au cinéma, payer presque 20 balles ta place pour, euh, pour voir un film sur un jeu de vidéo auquel tu as déjà joué, Oui, que t'as en déjà poncé sachant qu'en complètement. plus, les réalisateurs, vu qu'ils ont quand même maximum 2 heures pour faire le film, ils vont forcément zapper des choses, passer à côté de trucs qui, pour toi, en tant que fan, sont essentiels. Enfin, je pense, moi, moyen, quoi. Je vais peut-être pas prendre ma place. Mais du coup, par rapport au fait de faire connaître justement un jeu vidéo ou un film, enfin un jeu vidéo à travers un film ou une série, bah moi je vais prendre justement l'exemple d'Arkane. Moi j'ai jamais joué à League of Legends et de base ça m'intéresse pas du tout. T'inquiète, je pense qu'on est deux, hein. On est trois, on est On trois. est trois, bah voilà, hein. Mais franchement, la série, ça m'a vraiment permis de connaître l'univers. Et même si personnellement moi j'y jouerai jamais, je pense que ça peut potentiellement donner l'envie à d'autres personnes d'y jouer et donc du coup faire connaître ton jeu vidéo à un public plus large. Bah, c'est là où ils sont forts, Riot Games, c'est qu'ils ont réussi à choper le, les bons animateurs, qui est le studio Fortiche, un studio français, représente. Mais non, Fortiche a fait un vrai travail. Ils ont fait un vrai travail d'animation, un vrai travail de recherche de musique, un vrai travail de scénographie. Ils ont fait du vrai boulot de cinéma. Ouais. Oui, Ils ont réussi à réaliser quelque chose de dingue. Pour moi, ça dépasse League of Legends à ce niveau-là. Ah oui, carrément. J'ai oui, limite envie oui, d'un jeu sur c'est Arcane, Oui, quoi. ça. voilà. Mais et je pense on va y arriver. Parce que dans tous les cas, là, ce qu'ils ont réussi à créer, selon moi, en tant que gars qui joue pas à League of Legends, attention, je veux froisser personne. Mais pour moi, Arcane, ça dépasse de loin League of Legends. Et pour moi, Arcane devient en fait la figure de proue de l'univers League of Legends, plus que le jeu vidéo, selon moi. Moi, Parce pour... que c'est beaucoup plus tout public. Et ils ont réussi à faire un truc que n'importe qui peut regarder même en y jouant pas, tu vois. C'est ça qui est dingue. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que... oui, enfin oui, j'ai pas forcément besoin de rebondir sur ce que t'as dit, t'as Ah, je dit les sais, tout termes. ce que je dis est parfait. Non, mais voilà, en tout cas, désolé d'en parler avec autant de ferveur, mais la série m'a vraiment retourné. Et d'ailleurs, c'est ma recommandation que je vais vous dire à la fin. Cette série, elle est dingue, elle est folle. Et Donc, ouais, vraiment, allez-y. et ouais, franchement, nous, avec Clem, on n'a pas encore fini la première saison. On est à la Mais bourre, on est à la bourre. ouais, on est un peu à la bourre. Mais en vrai, les quelques épisodes qu'on a regardés, mais Pour vous c'est situer, là, on est magnifique, le quoi. 1er décembre. La saison 2, elle est sortie il y a pas longtemps. Elle s'est finie, il me semble, il y a une semaine. Et du coup, ouais, ils ont attaqué il y a pas longtemps là. Donc, je pense dans quelques semaines, vous avez tout plié quoi. Ouais, je pense. Là, Oui, oui, on a déjà presque atteint la fin de la première saison. c'est Donc, ça. Moi, j'ai tout bouffé à chaque fois que c'est sorti. Je regardais tout parce que vraiment, c'était dingue. Même la première saison. La première saison, pareil. Et du coup, tu voulais dire quoi, Clem, sur The Last of Us? bah, The Last of Us, on parlait de tous les trucs live action. Qu'est-ce qui est mieux entre un live action et enfin, une adaptation animée ou une adaptation live action et tout ça. Au final, l'exception qui confirme la règle, c'est The Last of Us. Personnellement, je l'ai pas vu, j'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais que les fans du jeu vidéo de base, moi, j'ai pas encore terminé le premier The Last of Us sur Play, donc je peux pas être un expert pour en parler. Mais déjà, j'ai bien aimé le jeu de ce que j'en ai joué. Et je sais que les fans, ils sont fous parce que la série, apparemment, elle était vraiment bien En faite, quoi. fait, ce qu'ils ont bien réalisé, c'est le mood, c'est la sensation que tu as, c'est-à-dire comment tu t'infiltrais, comment tu te sentais vraiment seul avec toi, enfin avec Joël du coup, et, et j'ai oublié son prénom, et comment elle s'appelle la petite fille? Ah mince. Et Ellie, Joël et Ellie, la sensation que tu as à justement t'infiltrer dans l'univers de The Last of Us tout au long du film, eh ben, je trouve que tu la retrouves vraiment bien dans la série. Et ils ont réussi à faire un casting de dingue. Bon, un petit peu moins pour Ellie selon moi, mais ils ont quand même réussi à faire un casting de dingue pour Joël, parce que Pedro Pascal le joue à la perfection selon moi.
Je trouve que Joel et Pedro Pascal sont très proches l'un de l'autre, en tout cas. Donc ouais, Ok. franchement, ils ont réussi à faire un vrai boulot. Et j'aimerais en tout cas finir ce débat sur une question, parce qu'en soi, on n'y a pas vraiment répondu, mais avec toutes les réponses qu'on a données, selon vous, qu'est-ce qui est essentiel pour réussir une adaptation ? Alors pour moi, je pense tout simplement que ce qui est essentiel, c'est juste la passion. En fait, des personnes qui sont passionnées, on va reprendre un peu l'exemple de... parce que je vais pas dire de conneries, mais c'est bien Tom Holland qui a réalisé Uncharted. Non, il l'a Ça, pas je sais pas. réalisé. Il joue le personnage principal, mais il l'a pas réalisé. Ah, il me semblait que c'était lui qui avait Ou alors il réalisé. est producteur ou un truc comme ça, mais en tout cas, il est pas réalisateur. Tom Holland, c'est pas un réalisateur. Enfin bref, si on prend l'exemple d'Arcane par exemple, en fait, ça montre que les adaptations faites par des fans sont beaucoup mieux que les adaptations faites directement par le studio. Ouais, après, j'ai Quelqu'un. envie de te couper sur ça parce que il me semble que les gars de Fortiche, avant tout, ce sont pas des fans de League of Legends. Ils connaissent, Ah mais ok. c'est juste que de ce que j'ai cru voir en interview, c'est des gens qui connaissaient, mais en fait, Riot Games a fait un tel boulot dans justement l'explication de l'univers, et en même temps, les gars de Fortiche sont tellement Fortiche pour le coup, qu'ils ont capté ce qu'il fallait faire et ils ont capté comment ils devaient le faire. Et donc, Ok. c'est pour ça, selon moi, qu'on a une bonne une adaptation, c'est parce que les gars sont vraiment forts. Ouais. Par contre, on va peut-être pas garder ta vanne, hein, parce que là. C'est moi qui décide en fait. Non, parce que bon, J'ai trouvé très bonne. bon. J'ai trouvé très bonne. Et du Mais ouais. coup, toi Clément, quel est ton avis pour faire une bonne adaptation ? Pour moi, une bonne adaptation, je pense que ça passe par, certes, de la passion, de la part, de la part d'un réalisateur, un respect à avoir, c'est-à-dire que même si t'es pas passionné de ton sujet de base, au moins va t'instruire, va jouer au jeu, fais pas juste en mode voilà, je vais faire une adaptation de tel jeu, je laisse mon assistant y jouer, il me fera un résumé et puis moi je réaliserai un film par rapport à ça. Non, je pense qu'il faut vraiment que tu joues au jeu, que tu ressentes tes propres émotions. Le but d'une adaptation, c'est aussi de faire ressentir l'émotion du réalisateur et du producteur. Donc, je veux dire, c'est aussi ça, tu vois. Une adaptation de livre, par exemple, c'est la vision du réalisateur. Un livre, quand tu es lecteur, tu lis un livre, tu t'imagines ton univers. Généralement, c'est un peu détaillé, mais assez pour que le lecteur puisse imaginer son propre Bien sûr. univers, ses propres personnages et tout ça. Donc, ce qui fait que quand tu regardes une adaptation de livre, généralement, bah, tu as la vision du réalisateur à lui, qui adapte ensuite la suite. Ça a été le cas pour Harry Potter et tout ça. Et je pense que c'est ça, en fait. Pour avoir une bonne adaptation, il faut que le réalisateur et l'équipe de production du film, etc., soient vraiment des gens qui s'impliquent au minimum dans le lore du jeu vidéo en question. Parce que même si, je sais pas trop, ce que tu en as parlé un peu, même si Fortiche ne sont pas des joueurs de League of Legends, ils ont dû, pour avoir un respect du détail et tout ça, ils ont dû aussi beaucoup s'interroger sur le lore de base de Bah, League of en Legends, je pense. fait, Hein. je connais pas toute l'histoire. Moi Je non suis plus. pas allé voir tout ce qu'il y avait dans les coulisses, mais je sais de sources sûres que le lore de League of Legends est vraiment très 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 détaillé dans Ah, beaucoup de bouquins. bah ça, ça Et j'y donc vais je bien. pense qu'ils ont dû faire leur devoir et Ils ont se dû faire une renseigner sacrée énormément recherche. sur tout ça. Ouais, Ouais. pour respecter un minimum, parce que si la série est autant appréciée, que ce soit par les fans ou même les gens qui sont totalement néophytes, c'est que aussi il y a dû avoir un gros travail de recherche derrière, parce que c'est apprécié des fans. Il y a Ouais, beaucoup bien sûr. d'adaptations qui peuvent être appréciées de gens qui sont totalement néophytes à l'univers, mais qui sont détestés par les fans pour X ou Totalement. Y raison. C'est le cas notamment pense, d'Harry Potter. Hein. ouais, je pense à plein de trucs. Et les lecteurs, généralement, il y a plein de passages des films qu'ils aiment pas juste parce que ils aiment pas l'adaptation du livre. Enfin, tu vois. Et moi, ça me fait penser à Jon Favreau avec The Mandalorian. Exactement. C'est toujours l'univers de Star Wars, mais il a créé sa propre histoire. Et c'est magnifique. C'est ça, mais il est allé aussi rechercher des trucs, c'est-à-dire qu'il s'inclut dans le lore, il s'inclut dans ce qu'on appelle le canon, donc c'est-à-dire dans la continuité, dans ce qui existe, dans ce qui est validé par la production Lucasfilm et tout ça. Donc c'est pas de l'univers étendu, c'est de l'univers officiel, c'est-à-dire que Mando, Din Djarin, Grogu, tout ça s'inclut dans le lore de Star Wars officiel et on va peut-être les revoir dans de futurs films ou dans de Ça futures serait séries, incroyable. etc.
D'ailleurs, il y a Ouais. un film qui est. Bon, là, on a complètement divagué, mais il y a un film qui est en production pour terminer la saga de The Mandalorian et tout ça, où ils vont faire un genre d'Avengers, où on va rassembler tout le monde. Il y aura Ahsoka, il y aura Boba Fett, il y aura tout le monde qui Bah va ouais, se bah ça rassembler dans c'était un film. prévisible avec Disney en même temps. Ils Mais, veulent euh, rentabiliser. mais voilà, mais en vrai, je pense que juste un vrai bon réalisateur qui cherche pas forcément à faire de la thune, mais qui cherche juste à se faire plaisir en adaptant quelque chose qui lui tient à cœur, c'est une bonne adaptation de toute manière. Et dans le cadre des jeux vidéo, il faut aussi peser le pour et le contre. Tu vois, un Arcane en live action, ça aurait été sûrement dégueulasse. Parce que, certes peut-être Fortiche sont très bons et tout ça, mais ce qui donne aussi la puissance à l'animé, pour moi, c'est l'animation qui est juste incroyable. Il y a des images que je ne pense pas que tu puisses réaliser en live action Ah, c'est avec sûr. de tels détails et de telles couleurs magnifiques et tout ça. Donc je pense Et puis vous que... avez pas vu la saison 2. Donc La ouais, en saison 2 c'est plus... encore plus magnifique et encore plus impossible à faire en live action. Donc voilà, donc je pense qu'en fait c'est juste un gros travail de recherche. Pour avoir une adaptation réussie, c'est un Mm. gros travail de recherche Ok. et pas juste faire une adaptation en mode l'année prochaine il faut qu'il y ait une adaptation d'Uncharted qui sorte. J'en ai rien à foutre de savoir si c'est bien adapté du jeu vidéo, si c'est bien réalisé, Ouais, je vois. si voilà, si ça correspond au jeu vidéo. Je veux juste que le film il s'appelle Uncharted parce que on a besoin de thunes dans le studio. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, c'est aussi ça. Pour moi, une bonne adaptation, c'est une adaptation réalisée par des passionnés. Ouais, c'est ça. Point. Même pas forcément des passionnés de l'univers qu'ils adaptent, mais des passionnés en général, quoi. Des passionnés Oui, de oui, cinéma. totalement. Des passionnés. Juste des passionnés. Quand t'es passionné, de toute façon, tu seras forcément respectueux. Mm, Ouais. Donc, pour moi, il faut que ça soit des passionnés qui s'attellent à l'adaptation. Un point, c'est tout. c'est ça. J'espère que les réponses qu'on vous a données sur le débat vous ont intéressé, vous ont fait justement réagir. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir. On ne sait pas encore où est-ce que d'ailleurs on va poster ce podcast, on est en cours de réflexion. Et en tout cas, là où il sera, ça serait super que vous réagissiez au débat, que vous donnez vos avis. On attend et on va les lire avec impatience. Et puis, en fonction de la plateforme sur laquelle ils regardent, ils peuvent toujours aussi venir nous envoyer un petit message sur Insta. Oui, n'hésitez pas à envoyer un message sur l'Insta qui est Pop Culture and Talk, et le vôtre. Easter Egg Coffee. Voilà. N'hésitez surtout pas. Nous allons donc continuer et se diriger tranquillement vers la fin avec du coup les recommandations que l'on a à vous faire. La personne qui a envie de commencer commence. Avant tout, j'aimerais préciser, les recommandations seront par, par personnes différentes. Clément, ça sera plus stylisé musique. C'est ça. Amélie, ça sera plus les films et les séries. C'est Et ça. du coup, moi, ça sera plus les mangas et les animés. Et Film, après, donc, bien sûr, si on a voilà. d'autres avis à donner, on n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, comme ça, vous savez, ces personnes-là que je vous ai citées sont les plus... Clément est un grand passionné de musique, est un ancien DJ, reconverti chef, mais qui continue à adorer la musique et et à la consommer fortement. Et même Amélie, film-série, c'est pareil, grosse consommatrice. Et moi, manga, animé, grand passionné. Donc voilà pourquoi on a fait ça comme ça. Clément, On commence par moi. si tu veux. Et bah, en reco musique, je vous laisserai la regarder sur Instagram, sur Spotify, sur toutes les plateformes où ils sont actuellement. Même sur YouTube, c'est le groupe Jungle Sauce. Jungle Sauce que vous connaissez aussi tous les deux parce que c'est un ancien ami à nous. Enfin, un ancien ami, c'est toujours un ami. Hein. Je veux dire, c'est un ami du lycée, une connaissance du lycée et même d'enfance, on va dire, qui a monté son groupe avec deux autres personnes qui s'appelle Jungle Sauce. On va dire en termes, j'aime pas trop catégoriser, surtout que même eux ne se catégorisent pas vraiment, mais je dirais que voilà, c'est un genre de musique un peu indépendante, à mi-chemin entre le rock, l'électronique. C'est un voyage musical. C'est pas du tube, c'est pas de la pop, c'est vraiment un voyage musical. Ils ont sorti déjà deux petites live sessions sur YouTube et sur Spotify qui sont très très cool. Si vous voulez un peu vivre une expérience musicale, c'est très sympa. Notamment Baleine. Baleine. Petit must pour Baleine. Ouais. Qui est très très sympa. Et du coup, voilà, je vous laisse aller regarder leur Insta, leur apporter de la force. Ils sont en train de pas mal monter ces derniers temps. Ils ont été invités dans pas mal de festivals. festivals, J'ai vu qu'ils faisaient aussi des salles intéressantes. Ils ont fait la Boule Noire à Paris. Enfin, ils font vraiment pas mal de choses. Ça a l'air de bien fonctionner pour eux en ce moment. Donc, ça me fait plaisir. Et je voulais leur apporter de la force en les recommandant. On les embrasse d'ailleurs. Amélie, Alors du coup, moi pour ma recommandation, ça va être une recommandation assez spécifique. Moi et Clément, du coup,
nous aimons bien regarder la Formule 1. Ouais. Et du coup, il y a une série qui est sortie hier, à l'heure où on tourne ce podcast. Donc, il est sorti le 29 décembre. Une D'accord. série sur un des plus grands pilotes de Formule 1, qui est Ayrton Senna, triple champion du monde. Qui est une icône. Oui, une icône. Une icône du sport. Qui est mort tragiquement sur un circuit de Formule 1. Et du coup, c'est une série qui a l'air vraiment très très bien réalisée. Les épisodes font à peu près 1 heure. On doit être sur 6 ou 8 épisodes. Et j'ai pas encore regardé, mais franchement, ça a l'air vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes curieux de connaître Et une on peut icône de la retrouver Formule 1. cette série, où est-ce qu'on peut la retrouver? Sur Netflix. Sur Netflix? D'accord, très bien. Bah n'hésitez pas si vous êtes passionné ou néophyte de la Formule 1 mais que ça vous intéresse, allez-y. Sachant que Franchement, on vous recommande. c'est une série biopic, hein, c'est pas un documentaire, c'est un Ok. biopic. Oui, un biopic. Très bien. Et moi, du coup, bah, je vais pas être très original, j'en ai parlé déjà pas mal juste avant, mais j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est un truc à regarder et étant donné que c'est un studio français, il faut leur donner énormément de force. Arcane, la série Arcane, c'est ma recommandation de ce mois-ci. Les derniers épisodes sont sortis maintenant il y a une semaine, je dirais. Série incroyable. Pour un petit peu vous résumer l'idée principale de la série, c'est donc une série qui s'inspire du lore de League of Legends et qui vient retracer l'histoire, en tout cas, de deux personnages pour commencer. Le personnage Jinx et le personnage Vi, qui sont jouables du coup dans League of Legends, et donc toute leur histoire de comment ils en sont arrivés à là où ils en sont dans le jeu vidéo, pourquoi on peut les jouer. Donc on découvre au fur et à mesure de tous les épisodes et des 2 saisons des personnages jouables dans le jeu vidéo, et de comment et de pourquoi ils en sont arrivés là où ils en sont, et de comment et pourquoi ils ont cette apparence. Et donc cette série, réalisée par un studio français, je le répète, est disponible depuis maintenant, je dirais, la première saison, elle est sortie quand il y a 1 an. Ouais, Il y je a un crois an, que je c'est ça. dirais. Et elle est juste incroyable. Les images, la scénographie, les musiques, tout est dingue. Le doublage français, ben, on a la chance d'avoir des très très bons doubleurs français, incroyables, rien à dire. Ils sont juste dingues. Et saison 2, on a entamé un arc très très important dans l'histoire de League of Legends, dans en tout cas la saison 2. Et je vous recommande fortement d'y aller parce que personnellement j'ai pris et une claque visuelle et une claque auditive. Parce que non seulement les images sont belles, mais les musiques sont belles aussi. Juste pour placer cette petite anecdote, dans la saison 2, il y a une musique de notre artiste belge, franco-belge Stromae et de notre artiste française Pomme, qui ont fait une musique du nom de Mon meilleur ennemi, incroyable. Cette musique a explosé les scores. En 24 heures, elle a dépassé le nombre d'écoutes. Elle a atteint, je crois, les 5,9 millions d'écoutes en 24 heures, ce qui est juste dingue. Et pour une bonne raison, parce que vu comment elle s'intègre dans l'épisode, c'est parfaitement bien calibré, je trouve. Voilà, ma petite reco, Arcane, allez-y, sans hésiter. Ça donne envie en tout cas. Bah, j'espère que j'ai donné envie à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les questions-réponses, ça vous dit? Allez, Bah c'est oui, parti. hein, let's go. Allez, alors du coup, on a des auditeurs. Comme je vous ai dit, on n'a toujours pas fait d'épisode, mais on a des auditeurs qui ont posé des questions. On a posé des questions sur le Instagram de Historic Coffee. Enfin, on a laissé libre champ aux followers de Historic Coffee et du coup, ils nous ont posé des questions. Je vais vous les poser à vous, parce que quand ça vous concernera, vous, l'Historic Coffee, je vous les poserai à vous. Et ensuite, si ça concerne le podcast, la question sera ouverte pour nous trois. Allez. Pourquoi pas des menus éphémères sur les animés? C'est prévu, tout simplement. Il n'y a rien de plus à dire. C'est prévu. Après, malheureusement, forcément, on a énormément d'univers à combler. On a beaucoup de gens qui nous demandent beaucoup de choses. C'est aussi, comment dire, limité par la capacité technique que l'on a actuellement dans le local dans lequel on est, qui nous permet pas de faire tout type de cuisine non plus. Par exemple, sur la carte originelle de Easter Egg, il y avait le fameux ramen d'Ishiraku de Naruto, que je n'ai pas pu garder du coup tout simplement pour problème logistique parce que c'était trop compliqué dans le local actuel.
Mais c'est prévu qu'un menu animé, enfin que des menus animés arrivent un jour. Ok. Et Voilà. n'hésitez pas à nous dire déjà, que ce soit sur Pop Culture and Talk ou sur, sur l'Instagram d'Easter Egg Coffee, ou même directement dans le coffee shop, on a une boîte à idées pour nous donner des suggestions de menus éphémères. Ouais, de thèmes ou quoi que ce soit. Donc voilà. Parce que du Ok. coup, nous, ce qu'on fait régulièrement, c'est de piocher dans cette boîte à idées. Bien sûr, il faut que ça donne des inspirations au chef. On les propose en sondage sur Instagram et ensuite, du coup, les gens votent pour le menu qu'ils souhaitent. C'est ça. Ok. Très bien. Bon, cette première question, évidemment, même si je connaissais la réponse, c'est parce que c'est aussi une petite question personnelle, même si c'est pas moi qui l'ai posée. J'attendais absolument un petit menu éphémère sur les animés. Mais la vraie première question, ça va être comment l'idée de faire un café de ce genre vous est venue en tête? Alors, une petite histoire qui est assez longue quand même, mais on va faire court. L'idée de base vient de ma tête, de mon cerveau de petit fou malade. En fait, il y a quelques temps, comme je le disais, je suis un ancien DJ. J'avais mon auto-entreprise, hein, je mixais, j'organisais des soirées, voilà, je faisais des anniversaires, des mariages, ce genre de choses. Et le Covid est arrivé, a fait plomber mon entreprise, mon auto-entreprise d'événementiel. Du coup, je me suis dit que j'allais me reconvertir dans d'autres choses qui me passionnaient. J'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours été passionné de cuisine. Je suis un grand passionné de pop culture, d'où ma présence ici. Du coup, à la maison, pendant le confinement et même un peu après, j'avais cette envie d'essayer de reproduire les recettes que je pouvais trouver dans les films, dans les séries, dans les animés, dans les jeux vidéo, etc., que je croisais tous les jours dans le contenu qu'on consommait à l'époque. Du coup, de là est venue l'idée d'essayer de pourquoi pas faire un restaurant, faire un café, faire quelque chose en rapport avec ça. Au départ, moi, j'étais parti sur l'idée d'un fast-food, principalement fast-food. Puis ensuite, dans la continuité des choses, Amélie, Moi, m'a j'ai rejoint dans du le coup, projet. j'ai du coup fini ma licence de droit et rejoint Clément sur le projet. Moi, je suis du coup la personne plus administrative, donc c'est moi qui a fait toutes les démarches pour que ce projet se réalise. Du coup, avec Clément, on avait réfléchi aux différentes boissons, snacks qu'on voulait mettre sur la carte. Et en C'est fait, ça. on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de boissons que de snacks. Donc on s'est dit peut-être qu'un coffee shop permettrait d'être plus large sur ce qu'on voulait proposer comme produit. C'est ça, un coffee shop ou un bar ou quoi. Et puis C'est le ça. coffee shop nous correspondait plus dans son aspect plus chill, salon thé, plus détente. Plus safe place. Ouais, voilà, voilà, dans l'idée plus chaleureuse tout simplement. C'est pour ça qu'on est parti dans cette idée de coffee shop du coup. C'est ça. Très bien. Ok, Et très puis intéressant. après aussi l'idée de développer la carte comme on l'a fait en faisant des recettes les plus originales possibles, en essayant même de reproduire au plus près possible les recettes déjà existantes, comme le pâté de crabes de Bob l'éponge que l'on propose à la carte, comme la bière au beurre d'Harry Potter qu'on fait nous-mêmes, hein, qu'on n'achète pas dans les bouteilles en verre qui sont pas top là. Voilà, ce genre de choses. On essaye de reproduire au maximum des recettes déjà existantes. Et pour les recettes qui n'existent pas ou pour d'autres inspirations, je vais essayer toujours d'aller chercher la recette la plus originale avec des associations de saveurs qu'on n'a pas forcément. Je pense notamment au curry que j'avais fait pour le menu Zelda de l'année dernière. Qui était à base de betterave et de choux rouges. Donc c'est des goûts qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans un curry, qui lui donnait cette couleur particulière et violette, comme on le voit dans le curry monstre de Zelda Breath of the Wild. Donc voilà, le but c'est d'essayer de proposer tous les goûts les plus originaux et puis surtout d'apporter quelque chose de sympa parce qu'on en connaît des bars et des cafés et des restaurants un peu pop culture. Il y en a sur Paris, il y en avait même quelques-uns sur Clermont-Ferrand avant qu'on arrive. Voilà, il y en a dans toutes les grandes villes. Et la plupart du temps, c'est plus la décoration et ils te font un café latte au sirop de vanille et ils te disent ça c'est telle référence à telle pop culture, mais c'est des boissons classiques qui renomment tout simplement. Et je m'étais dit pourquoi pas essayer de reproduire carrément des vraies recettes plutôt que de juste faire une boisson basique et lui donner un nom original. Voilà. Non, mais c'est vrai que vous avez amené une idée fraîche et un vent frais sur Clermont-Ferrand, en tout cas sur ça. Et ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui viennent tous les jours chez nous. Ouais, merci beaucoup. C'est vous qui nous faites vivre, hein, donc.
Si on en est là, c'est grâce à vous et vous nous donnez la force de continuer C'est ça. et de faire évoluer au mieux le coach shop. Super comme fin là, j'aime beaucoup. Du coup, on va conclure si vous voulez bien. Et bah, let's go, si tu veux. On reste là-dessus, tu Euh, veux pas poser d'autres questions? Y a pas d'autres questions d'auditeurs qui t'intéressent? Bah, j'aimerais bien, mais il nous reste plus beaucoup de temps et il faut qu'on conclue maintenant. Donc, Ok. Eh bah, pas de on va souci. conclure tranquillement. Pour récapituler les points forts de cet épisode, du coup, on a vu ensemble l'implication du jeu vidéo dans l'audiovisuel et on a donné notre avis sur certaines de ces questions-là. J'ai trouvé vraiment intéressant d'avoir vos points de vue sur cela. Et en plus, j'aimerais beaucoup avoir le point de vue de nos auditeurs Bien sûr. dans les commentaires. Je pense que ça peut être très intéressant. On essaiera de vous répondre au mieux. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire. Nous, en tout cas, ça nous intéressera d'avoir votre avis. Et nous, on lira, en tout cas, on les lira Ouais. Évidemment. sans aucun problème. Ça nous fera très plaisir. Je vais ensuite maintenant vous parler de l'épisode prochain. Je vous donnerai pas le thème malheureusement parce que ça ne vous regarde pas. Non, je rigole. Ça vous regarde, mais tout simplement parce qu'en fait on n'y a pas encore parlé. Le premier épisode était un pilote, comme je vous ai dit. C'est un test. Alors vous rassurez-vous, il y aura quand même un deuxième épisode parce que on le fait par passion et pas par appât du gain ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui nous plaît et on a envie de continuer à faire ça parce que on trouve ça intéressant et chouette à faire. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il y aura bien un épisode 2, et l'épisode 2, logiquement, sortira courant janvier. Il va falloir que maintenant on réfléchisse à quel sujet aborder, à quel thème aborder, mais vous inquiétez pas, c'est en cours, c'est dans les tuyaux. Exactement. N'hésitez pas en tout cas à interagir encore une fois sur tout ce que vous avez entendu dans cet épisode. Nous, ça nous ferait extrêmement plaisir. On espère que ça vous a plu. Ouais. On espère que notre phrasé un peu timide, un peu bégayant, n'était pas trop désagréable à écouter. On va s'entraîner, on va essayer d'être de mieux en mieux pour les prochains épisodes. Bah oui. Et Bien sûr. peut-être vous avez un petit mot pour la fin. Et ben du coup, je voulais vous remercier déjà vous pour ce podcast qui était très sympa Ouais, suis à d'accord. faire merci, avec vous. Merci à Coco parce que c'est lui qui a eu cette idée quand même, hein, et il est venu nous voir pour faire ça avec lui, donc nous ça nous touche beaucoup et ça nous fait extrêmement plaisir Et d'avoir ouais, un projet avec lui. c'est vraiment un plaisir de partager un moment avec Coco, tous ensemble, Ouais, tous les trois. et pouvoir vous faire partager à vous, auditeurs, nos points de vue et discuter de passion. pop culture avec vous, tout simplement. Tout simplement, exactement. En fait, l'idée de ce podcast, avant qu'on arrête, c'était... on s'est rendu compte que notre discussion au quotidien, c'était limite possible que ce soit un podcast. C'est ça. Donc on s'est dit, on va essayer d'enregistrer un podcast et on va voir ce que ça donne. Mais vous nous direz si la conversation, en tout cas qu'on a eue, vous a intéressé. Voilà. Et bah parfait. Merci beaucoup. Passez Merci. une bonne fin de journée et à bientôt. À Au revoir. bientôt. À bientôt!